avait démarré cette partie du cours sur les élections. On avait commencé à traiter du coup des différents modes de suffrage relatifs aux participer aux élections. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui on allait s'intéresser à un point qui est absolument déterminant dans la pratique, qui est celui de comment se déroulent les élections, autrement dit de quels sont les différents types de scrutin. C'est une partie qui malheureusement est souvent très méconnue. Les gens s'intéressent très peu à la façon dont on participe aux élections, alors pourtant que c'est quelque chose d'absolument déterminant. C'est-à-dire que, vous savez, quand on regarde une constitution et qu'on lit une constitution, en général, c'est quand même très souvent à peu près pareil. Et pourtant, ça peut donner lieu à des régimes qui, en pratique, peuvent être très différents les uns des autres. Et en réalité, c'est souvent justement les modes de scrutin, ce n'est pas la seule explication, mais c'est une des principales explications qui permet de comprendre pourquoi est-ce que la pratique d'un régime va différer de la théorie de ce régime. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, vous allez voir que c'est quelque chose d'absolument fondamental pour arriver à comprendre comment, dans les faits, les choses se passent. D'accord ? Et alors en fait, il y a deux grands types de scrutins, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, et c'était une dernière fois, avant d'entrer dans le détail, le scrutin majoritaire et le scrutin à la proportionnelle. Alors le scrutin à la proportionnelle, c'est le scrutin typique que l'on va utiliser lorsqu'il s'agit d'une élection d'une assemblée. Pourquoi ? Parce que c'est très simple, chaque parti va présenter une liste, on prend autant de membres qu'il y a de sièges à pourvoir, et chaque parti enverra une proportion de députés, enfin, aux membres de l'Assemblée, qui correspondra au score qui a été obtenu. Si une liste obtient 10% des voix, eh bien, seulement les 10 premiers pourcents de la liste seront envoyés à l'Assemblée. Si y en a un qui fait 20%, ce sera 20%, 30%, ce sera 30%, etc., etc. Donc c'est quelque chose de tout à fait logique, parce qu'il s'agit d'élire une Assemblée, c'est très simple, pour le coup, on a du mal à faire. Et après, il y a un autre mode de scrutin qui est le scrutin majoritaire. Alors, le scrutin majoritaire, autant le scrutin proportionnel est tout à fait évident lorsqu'il s'agit d'élire une assemblée, autant le scrutin proportionnel est lui aussi tout à fait évident lorsqu'il s'agit d'élire une assemblée. Le scrutin majoritaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un scrutin où on va voter pour des personnes. La personne qui obtient une voix de plus que les autres est élue. D'accord ? Celui qui a le plus grand score est élu. Alors il y a deux façons de faire pour le scrutin majoritaire. La première façon, c'est l'élection à un tour, scrutin majoritaire à un tour, et la deuxième, c'est le scrutin majoritaire à deux tours. Alors d'abord, pour le scrutin majoritaire à deux tours. Ce scrutin majoritaire à deux tours, il faut essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et quel peut être son intérêt, et quel est le rôle de chacun des deux. Au premier tour, pour être élu, si on va être élu dès le premier tour, il faut obtenir plus de 50% des voix. Si aucun des candidats n'obtient plus de 50% des voix, on organise un second tour. Après, la question qui se pose, c'est de savoir qui peut participer à ce second tour. Là, pour le coup, les choses sont assez simples. Il y a deux possibilités. Soit on prévoit, comme c'est le cas pour l'élection présidentielle, par exemple, que seuls les deux premiers candidats, les deux candidats avoir le plus grand nombre de voix, pourront accéder au second tour. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de dire que pour accéder au second tour, il faut dépasser un certain seuil. Alors, dans le premier cas, il est sûr qu'on n'aura que deux candidats au second tour. Dans le deuxième cas, on pourra avoir plus de deux candidats au second tour. On pourra en avoir trois, on appellera ça une triangulaire. On pourra même en avoir quatre, on appellera ça une quadrangulaire. Théoriquement, on peut même en avoir 5, et ça n'arrive jamais. D'accord ? Là, quand on en a 4, on est bien. Okay ? Mais c'est comme ça que ça fonctionne, une élection scrutin majoritaire à deux tours. Soit c'est les deux premiers, soit il faut dépasser un certain seuil, et selon le seuil, on peut en avoir plus ou moins, plus ou moins. Alors, ce qui est intéressant pour comprendre un petit peu le fonctionnement de ces élections, c'est de comprendre quel est le comportement des électeurs lors de ces deux tours. Lors du premier tour, c'est assez simple. On a en général un grand nombre de candidats qui représentent différents mouvements politiques, différents courants politiques ou différentes idéologies.
Et en général, le choix est quand même plutôt satisfaisant. On arrive en tout cas plus ou moins, moi je fais partie de ceux qui ne sont jamais totalement représentés par un candidat. Il y a toujours quelque chose qui me déplaît chez tous les candidats. Après, j'arrive parfois à être d'accord avec 60, 70%, déjà 70% c'est au top. Mais déjà, c'est plutôt pas mal. Mais du coup, on a quand même quelque chose de relativement représentatif sur son idée, c'est-à-dire qu'on peut arriver à voter pour quelqu'un qui a priori nous déplaît. Donc en toute logique, au premier tour, on va voter pour celui qui nous plaît le plus. Sauf que, il y a quelque chose qui s'appelle le vote utile. Alors d'ailleurs, je laisse entre guillemets le terme utile, parce que est-ce que c'est réellement utile, c'est une autre question. Mais vous allez comprendre. Imaginons que je sois électeur d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, on est d'accord, elle a à peu près autant de chances d'être élue à l'élection présidentielle que moi. Elle est créditée de 3% à peu près dans les sondages. Il n'y a aucune dynamique positive, il n'y a rien qui laisse entendre que ça va pouvoir monter, et elle part de tellement loin que dans tous les cas, elle n'y arrivera pas. Certitude, Anne Hidalgo ne sera pas élue à l'élection présidentielle de 2022. Si je suis électeur d'Anne Hidalgo, je peux effectivement me faire un plaisir et voter pour elle. Mais je peux aussi avoir peur d'une chose. Parce que aujourd'hui, là, il y a 5 candidats qui se distinguent un peu des autres. Vous avez Macron, vous avez Pécresse, vous avez Le Pen, c'est les 3 qui, a priori, sont susceptibles d'aller au second tour. Et après, en embuscade, vous avez Zemmour-Mélenchon. Si je suis électeur d'Anne Hidalgo, parmi les 3 principaux candidats, Macron, Pécresse, Le Pen, à votre avis, je préfère lequel des 3? Je suis électeur d'Anne Hidalgo, je préfère quand même Macron à Pécresse. Donc du coup, dans ce cas-là, je peux être tenté dès le premier tour de voter pour Macron. Pourquoi? Parce que si je suis électeur d'Anne Hidalgo, que je vote pour Anne Hidalgo, elle ne sera pas élue, et qu'en plus de ça, c'est Pécresse, Le Pen qui passe au second tour, là j'ai tout perdu. Donc je peux me dire du coup que tant qu'à faire, plutôt que d'avoir ma voix qui ne sert vraiment à rien, autant aller voter pour Macron dès le premier tour, de sorte qu'il puisse accéder au second tour, et ainsi au second tour, j'aurai un choix qui me déplaira un peu moins que celui d'avoir à choisir entre Pécresse et Le Pen. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle le vote utile, c'est-à-dire, dès le premier tour, ne pas voter pour son candidat préféré, mais pour voter pour le candidat qui, parmi ceux qui ont des chances d'accéder au second tour, eh bien celui qui me déplaira le moins. D'accord? Alors cette pratique du vote utile, c'est une pratique qui est assez couramment répandue en France. Notamment depuis 2002. En 2002, ça me ramène à un temps où je n'étais pas grand, voire même pas né, pour certains d'entre vous. Il y en a qui étaient pas nés en 2002? Eh ouais, ça y est, on est en train de passer là. Eh ouais. Ok. Donc, en 2002, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un séisme politique. Pour vous expliquer, en 2002, on sortait d'un septennat, deuxième septennat du quinquennat. Non, on sortait du septennat de Chirac. Septennat qui avait été caractérisé par le fait qu'il y avait eu une cohabitation pendant 5 ans. C'est-à-dire que Jacques Chirac, de droite, président de la République, et c'était Lionel Jospin, PS, qui était donc son Premier ministre pendant 5 ans. Et il se trouve que Lionel Jospin avait l'élection gagnée. Tous les sondages le disaient, et de manière tellement évidente que pour le coup, vraiment, l'élection a été gagnée, c'était quasiment sûr, Lionel Jospin allait gagner l'élection présidentielle. Et Lionel Jospin, pour être certain de la victoire, avait compris une chose, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit tout à fait juste, mais enfin en tout cas son idée, c'était que les élections se gagnent au centre. Pourquoi? Parce que les électeurs du centre, qui sont a priori ni de gauche ni de droite, eh bien, quand ils se retrouvent à devoir faire le choix au second tour entre la gauche et la droite, eh bien, il faut être le plus centriste pour pouvoir attirer les voix du centre. Donc du coup, Jospin, pendant toute sa campagne présidentielle, a fait campagne au centre pour récupérer justement les voix du centre. Et ça a été un très mauvais calcul politique. Pourquoi? Parce qu'à force de faire campagne au centre, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu sa gauche. Et pour le coup, les électeurs de gauche ont fini par ne plus avoir envie de voter pour Lionel Jospin. Et d'ailleurs, comme il allait de plus en plus vers la droite, il y a plein de candidats qui sont déclarés à gauche. Vous aviez Domaine Lamère, vous aviez Christiane Taubira, vous aviez Chevènement,
il y avait les Verts, bref, il y avait 4-5 candidatures à gauche, en plus de celle de Jospin. Et chaque candidature, elles n'ont pas été énormes, mais chacun a réussi à obtenir 5, 3, 2, 7%. Ce qui fait qu'au final, ces voix-là, elles ont manqué à Jospin. Et est arrivé l'impensable, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, au second tour, on n'avait pas la gauche et la droite. On avait la droite et l'extrême droite. Jean-Marie Le Pen, on est très très loin de l'extrême droite, un peu lyophilisée, même si elle n'a rien lyophilisé au final, mais en tout cas elle n'est pas plus responsable et acceptable, l'extrême droite du Front National actuel avec Marine Le Pen, parce que le discours c'est considérablement adouci. Marine Le Pen, elle a beau faire aller dans des balles postulées avec des néo-nazis en Autriche, malgré tout, elle n'a pas le même discours. C'est pas Jean-Marie Le Pen qui fait des blagues sur crématoire, quoi, en plein discours. Du rafour crématoire. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Du coup, là, on est vraiment sur l'extrême droite, mais alors affirmée, revendiquée, rien à voir avec ce que l'on connaît actuellement. Et donc, ça a été un séisme politique de se retrouver pour la première fois avec le candidat qui en plus devait gagner l'élection, qui ne passe pas. S'il était passé au second tour, il gagnait, sans problème avec Chirac. Parce que pour le coup, toute la gauche aurait fini par gagner pour lui au second tour. Mais là, pour le coup, on s'est retrouvé effectivement avec un second tour, Le Pen-Chirac. Plus de 80% des voix pour Jacques Chirac, parce que tout le monde s'est mobilisé pour faire barrage au Front National. Vous remarquerez qu'en 2017, quand il y a eu Macron-Le Pen, il n'y a pas eu la même mobilisation. Il y a une grosse partie de l'électorat de gauche, sachant très bien que Macron allait passer, qui a dit, écoute, moi, franchement, j'ai déjà voté une fois pour Chirac, en bouche en nez, j'ai pas une deuxième fois voté pour Macron, contre Le Pen, parce que ça va. La première fois, on nous a bien pris pour les arts. Donc tout ça pour vous dire que, dans la tête des gens, aujourd'hui, c'est inscrit que le candidat qui était prévu au second tour, c'est pas sûr qu'il y arrive. Donc parfois, on va préférer voter pour le candidat le moins pire, plutôt que pour son candidat préféré. C'est ça le vote utile. Et c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Et regardez d'ailleurs, encore une fois, en 2017, il n'y avait ni la gauche, ni le parti de droite classique qui était représenté au second tour. Puisqu'on avait En Marche, qui a été un noble qui a bouffé et la gauche et la droite, et le Front National qui était fait. Donc vous voyez qu'effectivement, rien ne garantit que les grands partis institutionnels puissent accéder désormais au second tour. Alors on va voir si Pécresse y arrive, et du coup, c'est pas garanti du tout. Bien. Donc ça, c'est le vote utile. Et au second tour, du coup, quand on arrive au second tour, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez voter pour qui? En fait, vous n'allez pas voter pour. Dans l'immense majorité des cas, si votre candidat est pas au deuxième tour, vous allez effectivement pouvoir voter pour une institution. Vous allez effectivement pouvoir voter pour. Si en revanche, ce n'est pas le cas, votre candidat du premier tour n'est pas passé au second tour, dans ce cas-là, vous allez voter contre celui qui vous déplaît le plus. D'accord? C'est comme ça, par exemple, que effectivement, Emmanuel Macron a obtenu 64%, je crois, des voix au second tour de l'élection présidentielle. C'est pas qu'il y a 64% des voix qui adorent Emmanuel Macron, des gens qui adorent Emmanuel Macron et qui veulent à tout prix le voir élu président. C'est qu'il y a 64% des gens qui ne veulent surtout pas que Marine Le Pen soit élue président de la République. C'est dans ce sens-là qu'il faut entendre le second tour d'une élection. Donc ça, c'est pour les élections à deux tours. Après, il arrive, c'est assez rare, mais certains pays, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, ont mis en place des scrutins majoritaires à un tour. Alors le scrutin majoritaire à un tour, c'est à peu près ce qui se fait pire. Regardons, essayons de transposer s'il y avait un scrutin majoritaire à un tour en France. Toujours pareil, électeur d'Anne Hidalgo. Est-ce que vous allez voter pour Anne Hidalgo au premier tour de l'élection présidentielle s'il y a 15 concours? Non. Vous savez qu'elle ne va pas être élue du tout, ça c'est sûr. Donc en fait, le vote utile, il va intervenir tout de suite. C'est-à-dire que, même si vous êtes électeur de Mélenchon, il est probable que vous ne votiez pas Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Là, au regard des sondages, Mélenchon, il ne passe pas les 10%, donc il n'y a aucune chance qu'il soit élu à l'issue du premier tour. D'accord? Donc du coup, vous allez de suite aller remettre votre voix parmi les 2 ou 3 candidats qui ont échangé élus pour exclure ceux qui vous plaisent le moins. Et pour voter pour le moins pire de ceux qui ont échangé élus. Ok?
Donc c'est ça un petit peu la logique du scrutin majoritaire à un tour, et ça a un effet mécanique obligatoire qu'on retrouve partout. C'est qu'on va assister du coup à une bipolarisation de la vie politique. Parce qu'en gros, vous allez toujours voter parmi les deux qui ont des chances d'être élus, pour celui qui vous déplaît le moins. Et bien du coup, toute la vie politique va se structurer au regard de ce choix binaire. Et c'est pour ça que vous allez avoir deux partis politiques. On regarde l'Angleterre, au Royaume-Uni, on a effectivement deux principaux partis politiques, les autres sont marginaux. Vous avez les travaillistes et les conservateurs. Quand vous allez aux États-Unis, vous avez deux partis politiques principaux. Oui, il y en a quelques-uns qui sont les partis communistes américains, qui ont 0,3% des voix. Donc en fait, vous allez avoir les libéraux, les démocrates, les républicains et les démocrates. Donc effectivement, on a bien deux partis politiques à chaque fois qu'on a un scrutin majoritaire par un pays. Okay, bon, alors ce scrutin majoritaire, je vous l'ai dit, il est caractéristique. Il est le scrutin tout à fait normal lorsqu'il s'agit d'élire une personne. Mais on va se poser la question de savoir, concrètement, est-ce que ça marche bien? On va prendre pour ça l'exemple de l'élection présidentielle française de 2017. On va faire un petit peu d'analyse des chiffres. Pour comprendre, vous allez voir beaucoup de choses. À l'élection, premier tour de l'élection présidentielle de 2017, on a 4 candidats qui sont arrivés en tête. Et d'ailleurs, chose assez rare, 4 candidats qui étaient dans un mouchoir de poche. Puisque entre le dernier des 4 et le premier des 4, il y avait à peine plus de 4% d'écart. On en avait deux qui étaient à plus de 19, le Mélenchon-Fillon, une qui était à 20 et quelques 21, Le Pen, et vous aviez Macron à 24% d'écart. Du coup, c'est assez intéressant parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre quel était le poids réel de ces candidats. Ce qui va m'intéresser, c'est d'essayer d'analyser, parmi la population française en âge de voter, quel est le pourcentage de la population qui adhérait au programme de chacun de ces candidats. Pour ça, on va devoir appliquer un certain nombre de facteurs. On va retirer l'abstention, c'est quand même 22% des personnes, des électeurs qui sont abstenus à l'élection présidentielle. On a une personne sur 10 en âge de voter qui n'est pas inscrite sur les listes électorales, 10%. Donc déjà, on va appliquer ces deux critères-là. Vous allez voir que le 24%, il tombe nettement. On arrive à je me souviens bien, à peu près à 18 ou 17%. En fait, il y a 17% des Français en âge de voter qui ont voté pour Macron au premier tour. Déjà plus 24. Là, beaucoup moins. Mais on va appliquer une autre donnée, qui est celle du taux d'adhésion au programme politique porté par le candidat. Parce qu'avec Emmanuel Macron, on a eu quelque chose de tout à fait inattendu et rare. C'est que pour le taux d'adhésion à son programme était ridiculement faible. En fait, il y a une donnée, moi, qui me tue à chaque fois que j'y pense. C'est qu'il y a un tiers des électeurs d'Emmanuel Macron qui ont voté pour lui parce qu'il était jeune, parce qu'il était beau. Vous êtes juge de qualité physique d'Emmanuel Macron, mais quoi qu'il en soit, c'est un électeur sur 3 qui a voté pour lui pour des raisons autres que politiques. Quand on rajoute à ça les gens qui ont voté pour Macron parce qu'ils avaient peur d'avoir Fillon, Le Pen au second tour, résultat des courses. Le taux d'adhésion des électeurs de Macron est de 59%. C'est-à-dire qu'il n'y a que 6 électeurs de Macron sur 10 qui ont voté pour lui pour des raisons politiques, parce qu'ils adhéraient au programme porté par Emmanuel Macron. Quand on multiplie toutes ces données, Emmanuel Macron représente 9,9% des Français en âge de voter. 9,9%. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est ridiculement faible. Et alors, cette donnée, elle doit être quand même analysée parce que c'est quand même vraiment porteur de sens. La première chose, c'est que cette élection présidentielle, vous le voyez bien, elle a pour effet d'élire quelqu'un qui en réalité ne représente absolument pas la majorité. Mais sauf que le simulacre de l'élection fait que derrière, ça crée l'impression d'une légitimité. Et d'ailleurs, ce qui est très paradoxal, c'est que Macron, 9,9%, si vous faites un sondage 15 jours après son élection, parce que vous êtes content
de l'élection de Macron, vous avez 60% des Français qui vont dire oui. Parce que l'élection est passée par là. Ça a créé une dynamique, on a parlé de lui, on a montré les photos de lui quand il était petit, et sa maîtresse, non, pardon, sa maîtresse, c'est pas mais bref, vous comprenez, on vous le rend sympathique. On le rend sympathique, on l'abuse de la fonction présidentielle, et d'un seul coup, même le type qu'on combattait politiquement, bah, quand on n'est pas passionné par la politique, ouais, bah, finalement c'est très bien. Les Français, ils aiment bien aimer leur roi. En fait, c'est ça, le truc. C'est exactement la même chose que les Anglais avec leur reine. Quoi. Ils aiment bien leur reine. Pourquoi? Parce que c'est la reine. Bah, c'est pareil. Au début, on aime bien notre président. Pourquoi? Parce que c'est le président. Après, ça change. Mais en attendant, au début, c'est comme ça. Et alors, justement, ce qui est frappant quand on regarde la cote de popularité des présidents de la République, quel qu'il soit, bien quel qu'il soit, pendant 100 jours, elle est au sommet. C'est-à-dire que là, on va avoir plus de 50% d'opinion favorable dans les sondages. Et après 100 jours, c'est la période bénie, les 100 jours, en gros, ça correspond aux vacances qui suivent l'été, qui suivent l'élection du président. Après les 100 jours, on commence à arriver les premiers dossiers, les premières réformes, les premières mesures, etc. Là, d'un seul coup, la cote de popularité du président de la République, elle commence à chuter. Mais elle commence à chuter relativement vertigineusement. Et en général, un président de la République, ça termine aux alentours des 10-15% d'opinion favorable. Par exemple, François Hollande, il a terminé avec 13% d'opinion favorable dans les sondages. Ben, quand j'avais fait ce même calcul que celui que je viens de faire avec Macron, là, on arrive à 9,9. Vous savez à combien on arrivait avec Hollande? À 13. En fait, ceux qui, à la fin du mandat, sont toujours soutiens du président de la République, c'est ceux qui ont voté initialement pour lui, parce qu'ils étaient d'accord avec son programme. D'accord? Donc ceux qui, en fait, sont réellement représentés par le président, c'est ces fameux 10, 15%, ça dépend des présidents, ça dépend des contextes, mais on est dans ces eaux-là. Sarkozy, c'était la même chose, il avait fini à 15, parce que ça représentait réellement 15% des Français en âge de voter. Ok? À Emmanuel Macron, on a un petit paradoxe, c'est que pour le coup, il a une opinion favorable qui est nettement supérieure à ça. Il y a deux raisons. La première, c'est qu'Emmanuel Macron, il a torpillé les partis politiques. Donc en réalité, il a un programme politique de droite, ce qui fait qu'il y a une bonne partie des électeurs de la droite traditionnelle qui, même s'ils n'ont pas voté pour lui, au final soutiennent son action parce que c'est une politique qui est tout à fait compatible avec leurs idéaux politiques. D'accord? Et la deuxième raison, et je pense qu'il peut dire merci, c'est Covid. Ah, ça fait 2 ans qu'on est en crise. Et que du coup, le président de la République apparaît comme un président de crise qui prend les décisions. Alors là, parmi l'Ukraine, on ne peut pas faire mieux. Une autre crise qui suit une première crise. Alors, même s'il est un peu passé pour un âne avec l'histoire d'arriver à faire discuter Biden et Poutine, il s'est un peu fait instrumentaliser. Mais malgré tout, comme Poutine là du coup est en train de passer pour le pire des pires, forcément Macron redevient presque sympathique. Donc il bénéficie d'un certain regain d'opinion publique, mais alors pour le coup, c'est vraiment le contexte international et sanitaire qui fait que du coup, il n'a pas sombré comme les autres, parce que s'il n'y avait eu ni Covid ni Ukraine, je vous garantis que Macron, il aurait fini, allez, peut-être pas à 10, parce qu'encore une fois, il y a une partie de la droite qui en réalité soutient quand même globalement son action et qui s'y fait très bien, mais il aurait fini à 15%. Pas plus de 15%. D'accord? Alors dans ces conditions, c'est quand même problématique, parce que cette élection présidentielle, on l'a bien vu, on est dans un régime majoritaire, je vous en ai déjà parlé, présidentialiste, ce qui fait que le président de la République, c'est celui qui va déterminer toute la politique qui va être menée en France pendant 5 ans. Si cette politique, elle était soutenue par la majorité des Français, à la limite, passe encore. Mais le problème, c'est que c'est même pas le cas. En réalité, l'élection présidentielle a pour effet de faire croire que c'est soutenu par une majorité des Français, alors que dans la réalité, c'est une minorité des Français qui soutient cette élection. Alors on pourrait se dire, ok, mais si c'est la plus grosse des minorités à notre vie, passe encore. Mais en fait, non pas. Parce que le calcul que j'ai fait à propos du score de Macron, qui a retiré l'abstention, les non-inscrits, et de virer tous ceux qui ont voté pour des raisons autres que politiques. Quand on applique exactement la même méthode aux 3 autres candidats, vous savez quel est l'ordre des élections présidentielles? Qui c'est qui arrive en dernier des 4? Macron. Macron obtient 9,9% des Français en âge de voter. Fillon, 11,1%. Mélenchon, 11,7%. Le Pen, 12,1%.
Ça vous montre qu'en fait, l'ordre d'arrivée au terme de l'élection présidentielle n'a rien à voir avec l'ordre réel d'adhésion des Français auprès d'un candidat. D'accord? Et ça, pour le coup, là encore, c'est problématique parce que, en fait, c'est celui qui est moins apprécié des quatre qui finit à la tête de la France, simplement parce que, comme il est au centre, c'est celui qui a pu bénéficier plus facilement des reports de voix, et c'est ce qui fait qu'il a pu être le vote utile. Alors, pour le coup, il a eu cet effet de complètement modifier le résultat de l'élection présidentielle. D'accord? C'est clair? Ils ne sont pas passionnés, c'est moins compliqué. Il y en a 3 qui suivent à peu près, donc c'est à peu près tout. Allez, on se réveille parce que c'est hyper important ce que je suis en train de dire. En plus de tout ça, c'est quand même hallucinant ce que je suis en train de dire. Vous écoutez, normalement, ça devrait quand même vous interpeller un minimum. Quoi. Alors, justement, pour éviter que on se retrouve avec des élections comme ça, où finalement c'est le moindre des candidats qui passe, depuis quelques années maintenant, il y a pas mal de chercheurs qui réfléchissent à essayer de mettre en place des modes de scrutin alternatifs. C'est-à-dire des modes de scrutin qui permettent d'aller chercher véritablement le candidat qui bénéficie du plus grand consensus. Il y a 2 grandes façons de faire, c'est ce qu'on appelle les scrutins préférentiels. La première, c'est d'avoir la possibilité de mettre plusieurs bulletins dans l'urne. C'est-à-dire que, ok, moi je peux bien voter pour, je sais pas, mettons que Mélenchon et Taubira qui sont très proches à l'élection présidentielle, je pourrais très bien voter pour les deux. Hein, possibilité de mettre 2 bulletins. Et il y a une autre possibilité encore qui existe, c'est le scrutin avec jugement majoritaire. C'est un scrutin qui consiste à noter les candidats. Là, on a eu, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu la primaire populaire, la primaire à gauche. La primaire à gauche qui permettait de désigner un candidat commun pour la gauche, un candidat unique pour la gauche. Ça n'a pas du tout marché parce que les grands candidats étaient tous opposés à la démarche même de la primaire, donc du coup ça a foiré avant même de démarrer. Mais il n'en demeure pas moins que le vote s'est passé justement par jugement majoritaire. C'est-à-dire que vous aviez la liste des candidats à la primaire et vous deviez noter de 0 à 10 chaque candidat. Et celui qui a été désigné, c'est pas celui qui a eu le plus de fois la meilleure note, c'est celui qui a eu la meilleure moyenne au final. D'accord? C'est comme ça que, pour le coup, Christiane Taubira a été désigné effectivement par la primaire populaire. Okay? Donc le scrutin majoritaire, là c'est vachement intéressant parce que pour le coup, si on applique le scrutin majoritaire aux dernières élections, c'est plus Marine Le Pen qui est en tête, ni Macron, c'est Mélenchon qui est en tête. Parce que celui qui arrivait à être soutenu par le plus grand nombre, c'était Mélenchon. D'accord? Donc voilà, donc ça vous montre quand même qu'effectivement, ce scrutin majoritaire qu'on utilise, encore une fois, naturellement en matière d'élection présidentielle, pour le coup, on peut arriver malgré tout à les faire évoluer de sorte qu'on n'ait plus effectivement un candidat qui peut être le pire. Pour le coup, c'est pas que c'est le pire sur le plan politique, c'est pas un jugement de valeur que j'émets. C'est que 4 candidats qui sont arrivés en tête, c'est clairement celui qui est moins soutenu par les Français, qui a été élu simplement parce qu'il était au centre. D'accord? Donc ça pose quand même une différence. Bien. Ensuite, lorsqu'il s'agit d'élire une assemblée, je vous l'ai déjà dit, mais le mode de scrutin le plus naturel, c'est donc le scrutin à la proportionnelle. Vous faites 12% des voix, vous avez 12% des sièges, etc., etc. Donc là, c'est quelque chose de relativement simple et naturel. Ça permet un avantage fondamental, c'est que si on fait une photographie de l'équilibre politique dans le pays à un instant T, on reporte exactement cet équilibre au sein de l'Assemblée. Donc l'Assemblée devient parfaitement représentative de la réalité des forces politiques de chacun. Okay? Donc, puisque le rôle de l'Assemblée, c'est de nous représenter, le préalable nécessaire, c'est qu'au moins elle soit représentative. D'accord? Donc là, effectivement, le scrutin proportionnel permettra ça. Et c'est effectivement le mode de scrutin qui est retenu dans l'immense majorité des pays, en tout cas des pays démocratiques. Quand on prend l'Union européenne, sur les 27 États membres de l'Union européenne, 26 États élisent leurs députés au scrutin à la proportionnelle. Il y a un seul État dans l'Union européenne qui fait exception, c'est la France, effectivement. La France est le seul État de l'Union européenne à élire ses députés, non pas au scrutin à la proportionnelle, mais au scrutin majoritaire.
c'est super bizarre ça, parce que le scrutin majoritaire, c'est fait pour élire une personne. Comment est-ce qu'on fait alors pour élire une assemblée avec un scrutin majoritaire? Je l'ai déjà dit par la semaine dernière. Et en fait, on a 577 députés en France, donc on prend la carte de la France, on la divise en 577 morceaux, 577 circonscriptions législatives, et dans chacune de ces circonscriptions législatives, on va avoir une élection législative où on va élire un député. D'accord? Alors, quel est l'effet de ce mode de scrutin sur l'élection des députés? Qu'est-ce que ça entraîne sur les élections législatives? En fait, ça entraîne quelque chose de très simple. C'est que la France, contrairement par exemple aux États-Unis, qui est très hétérogène sur le plan politique, je vous l'ai dit, vous prenez la Californie et le Texas, c'est carrément rien à voir politiquement. Quand vous prenez la France sous la Troisième République, là aussi, ça n'avait rien à voir. Les différentes régions n'étaient pas du tout homogènes d'un point de vue politique. La Bretagne, par exemple, très tardivement, a été monarchiste. D'accord? C'était une terre de monarchie très, très longtemps. En tout le XIXe siècle, jusqu'au milieu du XXe siècle, la Bretagne a été monarchiste. Donc, si vous voulez, à l'époque, on avait des différences. Mais aujourd'hui, la France est très homogène politiquement. Les partis représentent tous à peu près le même poids, quelles que soient les régions. Oui, vous avez des nuances. Hein, il y a des partis qui vont un peu plus dans certaines régions, un peu moins dans d'autres. Le sud-ouest, un peu plus de gauche. Le sud-est, par exemple chez nous, on est clairement un peu plus de droite. Et pour autant, ça se joue à la nuance. Hein. L'écart, allez, il va être de 4-5% au maximum, hein, par rapport à ce qu'on peut trouver à l'inverse que vous pouvez trouver. Quoi. Le poids de la droite dans notre région, ouais, ça va être 5% de plus que ce qui peut être dans le sud-ouest. Pourtant, ça. Voilà. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que du coup, quelles que soient les régions, ce sont toujours les mêmes partis qui auront des chances d'être élus. Toujours. Ce qui fait que du coup, un parti qui aurait par exemple 10% des voix partout en France, dans chacune des 577 circonscriptions, le parti obtient toujours 10% pile poil. Donc il représente 10% des Français. Mais est-ce qu'il aurait un seul élu? Ben non, parce qu'il ne dépasse pas les 10%. Donc du coup, il n'arrivera jamais à gagner une élection au scrutin majoritaire. Et voilà comment, du coup, ce scrutin majoritaire, il a pour effet de modifier l'équilibre politique. Et je vais vous donner une illustration. La République en marche, au premier tour de l'élection de 2017. Je vous l'ai dit, Macron, c'est 9,9% des Français en âge de voter qui adhèrent à son programme politique. Est-ce que vous savez quel pourcentage de sièges la République en marche a obtenu à l'Assemblée nationale? Macron, il a 53,4% des députés. C'est-à-dire que 9,9 s'est transformé en 53,4. Et encore pire, c'est qu'en fait, il y a même d'autres partis En Marche qui sont alliés En Marche. En fait, il y a une coalition. Et sauf que cette coalition, ça représente en tout 65% des sièges. C'est-à-dire qu'un type qui représente un électeur sur 10, un Français sur 10 en âge de voter, obtient 2 sièges sur 3. Incroyable. Et pour le coup, Marine Le Pen, qui a obtenu 12% de vote d'adhésion. Vous savez combien elle a de députés? 7. Ça fait 1,2%. Vous savez, ce n'est pas le terme politiquement, donc on ne pas non plus m'en plaindre, on va Harakiri parce qu'elle a que 7 députés, mais il n'en demeure pas moins que sur le plan démocratique, c'est un viol démocratique. Comment ça se fait qu'un parti qui représente moins ait 40 fois plus, 45 fois plus que l'autre? C'est absolument pas normal, vous comprenez? Et ça, c'est l'effet du scrutin majoritaire. Mais ça a un effet absolument terrible. Parce que, encore une fois, le président de la République, c'est lui qui va mener la politique complètement. Et on ne peut pas blâmer les gens qui se désintéressent de la politique à partir du moment où on a un système qui est aussi peu représentatif que celui-là. C'est normal. Au final, c'est normal que les gens finissent par s'en désintéresser. Qui s'intéresse à la politique ici? J'ai déjà demandé, mais 3, 4,
5, 6. 6, vous êtes une bonne quarantaine. 6 sur 40, vous vous rendez compte, c'est ridicule. C'est ridicule. Mais en même temps, c'est normal. Ça se comprend tellement. Ça se comprend tellement parce que, au final, on sait bien que notre vote, il a que peu d'influence. Et en tout cas, les institutions qui sont censées nous représenter, elles nous représentent extrêmement mal. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand la politique qui est menée correspond en réalité à 10% des Français, on ne peut que comprendre que les 90% en est ras-le-bol. Et encore plus, le pire, c'est que là-dedans, il y en a un bon 50% qui, quoi qu'ils votent, ne seront jamais représentés. Jamais. Donc effectivement, ça s'explique. Et on ne peut comprendre l'abstention, on ne peut comprendre ce désintérêt pour le politique que si on va analyser les choses, essayer de les comprendre. Et c'est pour ça, je vais vous dire une chose, moi, je reste infiniment persuadé que la solution, elle n'est pas politique en réalité. Oui, nos politiques font effectivement un rapport politique qu'un autre, mais il n'en demeure pas moins que je ne considère jamais les élections comme étant un moyen qui va permettre de profondément changer les choses. Parce qu'en réalité, la seule chose qui, à mon avis, permettra de changer durablement, c'est de modifier les institutions. Tant qu'on maintient un scrutin majoritaire, tant qu'on maintient l'élection du président de la République, ça veut dire qu'on va permettre à une personne seule qui représente une toute petite minorité de dérouler sa politique comme il l'entend pendant 5 ans. Tant qu'on maintient ça, eh bien pour le coup, ça ne marchera pas. On aura toujours des gens qui seront majoritairement déçus et on finira toujours avec des présidents, allez, sauf pandémie mondiale, qui finiront avec 10-15% d'opinion favorable. Pas plus. Parce que le système est ainsi fait. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Vous vous rendez compte quand même? Encore une fois, je vous répète, je suis pas Front National, quand même, qu'un parti qui obtient 21% de voix à l'élection présidentielle au premier tour, qui en réalité a un vote d'adhésion qui est plus fort que celui du président, qui obtient 7 députés quand l'autre en a 300, excusez-moi, mais il y a quelque chose d'absolument honteux là-dedans. Honteux. Plus de 300, plus de 300. Hein, c'est absolument anormal. Ok? Donc voilà, du coup, tout ça pour vous dire que ce mode de scrutin majoritaire, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête parce que c'est ce qui explique énormément de choses. Notre régime politique en France est celui-là à cause de l'élection du président au suffrage universel direct et parce que les députés qui sont élus juste après, parce qu'en plus, on a un phénomène particulier, c'est que vous savez, en 2000, il y a eu un référendum sur le quinquennat. Je vous en reparlerai plus tard dans le cours. Ce référendum, avant, on avait le président qui était élu pour 7 ans et les députés qui étaient élus pour 5 ans. Ce qui veut dire que les élections présidentielles et législatives n'étaient pas forcément concomitantes. Or, justement, comme les présidents ils perdent en popularité très rapidement, à chaque fois qu'il y avait une élection législative qui intervenait 2-3 ans après les élections présidentielles, bam, il y avait cohabitation. Donc du coup, Jacques Chirac a voulu synchroniser les élections. Il a ramené à 5 ans le mandat présidentiel pour que tous les 5 ans, on vote en même temps pour le président et pour les députés. Donc on a synchronisé, ce qui permet d'éviter les cohabitations. Ça c'est sûr. Mais la question qui se pose, c'est du coup, à quel moment est-ce qu'on va voter pour l'un et à quel moment est-ce qu'on va voter pour l'autre? Parce qu'on aurait très bien pu d'abord voter pour les élections législatives et ensuite voter pour les élections présidentielles. Puis même être plutôt logique. Et en réalité, c'est l'inverse qui a été choisi. On vote d'abord aux élections présidentielles et ensuite aux élections législatives. Sauf que qu'est-ce qui se passe mathématiquement? Quand il y a eu l'élection présidentielle, cette élection présidentielle elle va avoir un effet sur les électeurs. Le premier effet, c'est que ceux qui ont voté contre le président de la République, il y en a beaucoup qui vont se démobiliser et qui ne vont même pas aller voter aux élections législatives. Le deuxième effet, c'est que parmi ceux qui ne sont pas vraiment investis politiquement, la magie de l'élection présidentielle étant intervenue, d'un seul coup, il y a plein de gens qui vont trouver formidable Emmanuel Macron. On parle de, on a pu traverser la cour du Louvre là, pendant 2h30. Du coup, tiens, on se voit, finalement, c'est pas si mal comme président. Alors que pourtant, je ne vais pas voter contre lui. Et bien du coup, ces gens-là, pour certains, vont changer leur opinion politique et vont voter derrière pour le parti du président. Donc ça va encore renforcer cet aspect majoritaire du scrutin majoritaire. Donc vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Alors,
alors je vous le dis hein, très sincèrement, là, je suis en train d'essayer de vous expliquer un truc, il faut suivre et être un peu les neurones réveillés. J'ai l'impression d'avoir tout le monde qui dort à 4 exceptions près. On va être un tout petit peu réveillé parce que sincèrement, c'est très compliqué pour moi d'arriver à rendre le truc intéressant. D'autant que je préfère encore parler à un écran noir sur Zoom. Si ça continue comme ça, je vais aller faire un tour dans les toilettes par Zoom et vous connecter. Là, je vous jure, c'est pas agréable pour moi. Je vous demanderais d'être un peu attentif et vivant. J'ai vraiment l'impression d'avoir un couteau de vache. Et encore qu'elle regarde passer le train. Là, je suis quitte, donc vous ne bougez pas. Merci pour le 3, là, 4. Bon, peut-être trop peu. Ok. Bon, vous avez compris grosso modo ce que je suis en train de vous dire. Alors ensuite, il existe encore un troisième mode de scrutin, c'est ce qu'on appelle les scrutins mixtes. Alors les scrutins mixtes, c'est n'importe quoi. Le scrutin mixte, c'est à la base un scrutin à la proportionnelle, mais dans lequel on va répartir qu'une partie des sièges à la proportionnelle. La deuxième partie des sièges, on va l'accorder comme une prime au parti qui a eu un meilleur score que les autres. En fait, c'est à la fois du majoritaire et du proportionnel en même temps. Je m'explique. Aux élections municipales, 50% des sièges sont répartis à la proportionnelle. Donc imaginons qu'on ait 100 élus dans une assemblée municipale, dans un conseil municipal. Ça veut dire qu'il y a 50 sièges qui vont être répartis à la proportionnelle. Il y a une liste qui fait 25%, 26%, elle va avoir 13 sièges. Une liste qui fait 34%, elle va avoir 17 sièges. Une liste qui fait 40%, elle a 20 sièges. Okay, c'est bien les 50 sièges. Là-dessus, la liste qui a eu 20%, qui a donc un meilleur score que les deux autres, elle obtient la prime majoritaire de 50%. 50% de 100, c'est 50. Donc ça veut dire qu'en plus des 20 sièges qu'elle a eu au scrutin à la proportionnelle, elle va obtenir 50 sièges en plus. Ça veut dire que cette liste-là, elle obtient 70% des sièges, alors qu'elle a eu 40% des voix. Alors, vous voyez bien, c'est moins scandaleux qu'un pur scrutin majoritaire, mais il n'en demeure pas moins, quand même, on a une déformation complète du champ politique. Donc, ça ne va pas nous. C'est pas satisfaisant non plus ce scrutin. Et alors, ça fait des années maintenant que très régulièrement, les politiques prennent parti sur la question du scrutin à la proportionnelle. Parce que c'est tellement scandaleux, nos élections au scrutin majoritaire, que quand même, on en parle un peu et de plus en plus. Il y a 20 ans, on nous opposait une fin de non-recevoir. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on dit non, le scrutin proportionnel, ça ne marche pas en France, c'est pas possible, ça conduit au régime d'assemblée de la 3e et de la 4e, ça ne va pas, allez, dégagez. Avant, c'était ça qu'on nous répondait. La gauche comme la droite nous répondait ça. Ceux qui étaient favorables, du coup, au scrutin à la proportionnelle, c'était les petits partis, qui eux, du coup, ont peine à avoir des sièges de députés, alors qu'ils ont quand même une vraie représentativité, donc c'est eux qui étaient plutôt favorables. Et depuis, effectivement, un certain nombre d'années, et depuis, je dirais, peut-être une quinzaine d'années, depuis en gros que le FN et que la gauche, d'abord le Front de gauche, puis la France insoumise, réussissent à faire des scores importants, du coup, là, on a effectivement des partis politiques qui sont favorables à l'instauration du scrutin à la proportionnelle. Et du coup, maintenant, ça fait partie des questions qui se posaient dans les débats présidentiels. Là, on va avoir, je ne sais pas quand, mais un débat entre les candidats à l'élection présidentielle, c'est quelques semaines, et vous allez voir qu'il va être posé la question de savoir, sur le plan institutionnel, ce que les candidats aimeraient faire. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait changer du fonctionnement des institutions? Et bref, il va forcément se poser la question, est-ce que vous êtes favorable ou non au scrutin à la proportionnelle? Et vous verrez que personne ne va dire pas. Je ne sais pas pour les mots, mais a priori, presque personne ne devrait dire non. Dans l'immense majorité des cas, vous allez avoir ceux qui vont dire oui, c'est-à-dire les partis qui peinent à être représentés, donc la France Insoumise et le Front National. Et chez Macron et chez Pécresse, on va vous répondre ouais, une dose de proportionnel. Alors ça, c'est une coquetterie, mais alors, qui veut tout dire. Qu'est-ce que c'est qu'une dose de proportionnel? En fait, pour comprendre, il faut comprendre le projet que portait déjà François Hollande, qui n'a pas pu mener à terme, et qui a été repris quasiment tel quel par Emmanuel Macron. Une dose de proportionnel, c'est assez magique, écoutez bien. Emmanuel Macron, en fait, ce qu'il propose,
c'est que sur les 577 sièges à l'Assemblée nationale, il y en ait 80% qui soient élus au scrutin majoritaire, comme on les élit aujourd'hui, et 20% qui seraient désignés par un scrutin de liste nationale, à la proportionnelle. C'est-à-dire que le jour des élections législatives, au lieu d'aller voter pour une personne, ce que vous faites à l'heure actuelle, et que vous ferez d'ici quelques mois si vous avez des législatives, là, il y aurait deux élections en même temps. Donc, deux urnes, deux bulletins différents. D'abord, vous voteriez pour votre candidat local, votre député local, et ensuite vous iriez voter pour une liste portée par un parti au niveau national. D'accord? Alors effectivement, c'est certain, ça permettrait d'améliorer un tout petit peu la représentativité de certains partis. Il est certain, par exemple, je vais arrêter de dire certains, il est obligatoire que le Front National, enfin, Rassemblement National, excusez-moi, je n'arrive pas à me dire ce changement de nom, donc vous avez compris, il y a un petit pas du Front National, il est probable que le Rassemblement National aurait un nombre bien supérieur de voix, parce que 20% de 577, ça nous fait à peu près une grosse centaine de sièges qui seraient répartis à la proportionnelle. Vu que le Front National c'est 20% à peu près, 20% de 100 sièges, ça fait déjà 20 sièges de députés qui seraient récupérés à la proportionnelle. Si on ajoute les 6-7 sièges qu'il aurait au scrutin majoritaire, hop, on arrive déjà à 26-27 sièges. C'est beaucoup mieux. Ça permettrait notamment d'ailleurs au FN d'avoir un groupe parlementaire, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Okay, donc effectivement, c'est déjà mieux. Mais est-ce que pour autant on peut se satisfaire si on en a 300 et quelques pour la République en marche et 27 pour le Front National? Il y a toujours une disproportion qui n'est pas normale. Le ratio est quand même un peu moins mauvais, mais c'est toujours un ratio de 1 à 10 qui ne s'explique pas. Donc effectivement, quand on vous dit qu'on veut introduire une dose de proportionnel, c'est très bien pour caresser l'électeur dans le sens du poil en disant regardez comme je suis un bon démocrate, moi aussi je veux de la proportionnelle. Oui, c'est une dose de proportionnel et qu'en réalité ça ne change absolument rien à la donnée au problème essentiel du régime français, qui est la dérive majoritaire. Quoi qu'il arrive, même avec ce système-là, on aura toujours une majorité absolue des sièges pour un carré de vainqueur, et du coup, on aura toujours une dérive majoritaire avec un bon vieux régime majoritaire. D'accord? Vous comprenez ce que je vous dis là? Ouais. On va aller faire tour à part. Bien. Donc voilà pour ce qui est de ces différents modes de scrutin, mais je vous répète, c'est vraiment quelque chose de fondamental, je vous en reparlerai après quand on verra les différentes institutions, mais j'insiste vraiment, si on veut comprendre la logique majoritaire, on est obligé de comprendre ça, on ne peut pas faire ça. Okay. Alors, on va attaquer maintenant la troisième partie de ce chapitre. Alors là, pour le coup, c'est la grosse partie du chapitre. On va s'intéresser du coup aux institutions françaises. Alors, je vous en ai déjà pas mal parlé des institutions françaises, mais là on va vraiment les voir dans le détail, essayer de comprendre quel est le rôle de chacun, les pouvoirs de chacun, comment fonctionnent les contre-pouvoirs, et surtout, parce que, encore une fois, quand on analyse un régime, quand on lit la Constitution, c'est toujours censé être à peu près équilibré. Là, en fait, il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Pour comprendre la pratique, c'est là où justement où les modes de scrutin, notamment, sont extrêmement intéressants. Donc on va s'intéresser à ça, à ces institutions françaises, en voyant d'abord la théorie du régime, c'est-à-dire qu'est-ce qui est prévu par la Constitution, qu'est-ce que ça dit. Donc on va faire en gros une énorme analyse de texte, on va bien comprendre ce qui est prévu théoriquement, et ensuite on va voir comment c'est appliqué, et surtout comment ça a été appliqué selon les époques. Parce que la pratique de la Ve République, elle a évolué. Du temps de De Gaulle, on était dans une pure pratique gaullienne, où bon, ça fonctionnait d'une certaine manière. Il y avait un déséquilibre, mais il y avait encore un petit peu de retenue. Après, il y a eu un moment où ça dysfonctionnait avec les cohabitations. Quand il y a eu les cohabitations, déjà, il y avait des rouages qui grippaient un petit peu. Et depuis qu'il n'y a plus la cohabitation, on est dans un hyper-présidentialisme. Donc effectivement, il y a trois phases comme ça dans la pratique qui sont bien à connaître, et du coup, on s'intéressera à ça un petit peu plus. Bien. Donc d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans la Constitution? Alors une chose qui est intéressante toujours à voir, quand on s'intéresse à analyser un texte, il y a des choses qui sont importantes sur le plan symbolique, et en général, ces choses-là, elles se repèrent assez facilement dans le plan. Moi, je vous l'ai déjà dit, et ma femme se moque assez de moi à cause de ça. Quand je m'ennuie, je rédige une constitution, et quand je rédige une constitution, j'utilise quasiment toujours le même plan.
Il y a 3 pouvoirs en France, législatif, exécutif, judiciaire. En général, je les traite dans cet ordre-là. Pourquoi? Parce que le travail du pouvoir législatif, c'est de créer la loi. Le travail du pouvoir exécutif, c'est de permettre l'exécution de la loi. Donc en fait, l'exécutif n'existe que parce qu'il existe aussi un législatif. Donc c'est logique de le traiter après. Et enfin, le judiciaire est là pour veiller, dans les cas concrets, à la bonne application de la loi. Donc, la logique, c'est de traiter dans cet ordre-là. Eh bien, dans la Constitution, et d'ailleurs, l'immense majorité des constitutions dans le monde, les constitutions françaises de la 3e et de la 4e République traitaient effectivement les pouvoirs dans cet ordre-là, législatif, exécutif, judiciaire. Eh bien, il se trouve que sous la 5e, c'est pas dans cet ordre-là. C'est exécutif, législatif, judiciaire. Et c'est important parce que, symboliquement, ça vous montre quand même que la priorité est mise d'abord sur l'exécutif avant de traiter le législatif. Et il y a un autre point encore plus intéressant, c'est qu'au sein même de l'exécutif, normalement, dans un régime parlementaire, c'est qui le chef de l'exécutif? Le chef de l'État ou le chef du gouvernement? Le chef du gouvernement, effectivement. Eh bien, dans la Constitution de 1958, on traite d'abord du chef de l'État, et ensuite seulement on va traiter du chef du gouvernement. Donc ça vous montre que, déjà, de part, ne serait-ce que le plan, quelle est l'importance réelle qu'on a voulu donner aux différentes autorités qui sont en charge d'un pouvoir. Hein, c'est d'abord le président, ensuite c'est le Premier ministre, et ensuite c'est le Parlement. Effectivement, le président décide, le Premier ministre met en œuvre, le Parlement valide. C'est comme ça que ça fonctionne en réalité. D'accord? Bon. Alors, moi, parce que du coup, je le fais quand même dans l'ordre dans lequel c'est censé être, on va commencer du coup par le pouvoir législatif. Un pouvoir législatif en France, il est bicaméral. On a 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale, c'est donc la chambre haute, c'est-à-dire qu'elle représente le peuple français, la souveraineté nationale, et elle la représente sur des bases démographiques, c'est-à-dire que chaque député est élu par un nombre à peu près équivalent d'électeurs. Ils sont élus au scrutin majoritaire uninominal à 2 tours, on l'a déjà vu. On a vu quel était le problème de ce mode d'élection, c'est que c'est absolument pas représentatif, je ne vais pas revenir là-dessus. Simplement, ce que l'on peut dire, c'est que c'est la chambre basse. Vous avez dit que c'est la chambre basse, c'est ça? Moi, je me répète. Moi, j'ai une affreuse migraine. Je suis désolé, c'est trop mal. Donc voilà, pas grand-chose de plus à dire sur l'Assemblée nationale, qu'on l'ait déjà dit. On en a déjà dit pas mal, donc je ne reviens pas dessus en détail, ça suffit largement ce que l'on a déjà dit. Ensuite, on a donc le Sénat. Alors le Sénat, on a 348 sénateurs. Ils sont élus pour un mandat de 6 ans et c'est renouvelé par moitié tous les 3 ans. En fait, ça en fait un peu. Et ces sénateurs, ils sont élus par un collège de grands électeurs, 162 000 personnes en France qui votent aux élections sénatoriales. D'ailleurs, il y a une erreur que je vous ai mis députés-sénateurs. Les députés et les sénateurs ne votent pas pour les élections des sénateurs. Excusez-moi, ça c'est le collège électoral pour l'élection du président en 1958. C'est une erreur de copier-coller, je suis désolé. Je crois que je le corrige dans le prochain. Toujours est-il qu'effectivement, ces sénateurs, ils sont élus par ces 162 000 grands électeurs. Et ces 162 000 grands électeurs élisent dans le cadre des départements. En fait, chaque département, en fonction de sa démographie, va avoir un nombre de sénateurs. Par exemple, en Ile-de-France, le département le plus peuplé, à Paris, le département le plus peuplé, on va avoir 12 sénateurs, et dans le Cher, les départements les moins peuplés, on a un seul sénateur. Mais pour autant, le ratio de population, c'est pas de 1 à 12, il y a beaucoup plus, 12 fois plus de population du Cher. À Paris, malgré tout, on était 2000. Donc dans le cadre de chaque département, on va avoir des élections sénatoriales, et ces élections sénatoriales, elles se tiennent soit au scrutin majoritaire si on a 1 ou 2 sénateurs dans le département, au scrutin à la proportionnelle à partir de 3 sénateurs. Okay. Maintenant qu'on a dit ça, on va se poser un peu la question profondément de la légitimité du Sénat. Parce qu'on a vu que l'Assemblée nationale était très peu légitime au regard de son absence totale de représentativité, et qu'en est-il du Sénat? Je vous en ai déjà parlé au premier semestre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de l'histoire du Sénat. Vous vous en souvenez à peu près ou pas? Non? Je vous la refais rapidement.
1870, Napoléon III perd à Sedan. Derrière, juste après, on a les républicains parisiens, Gambetta, Ferry et compagnie, qui vont en profiter pour proclamer la Troisième République. C'est d'autant plus cohérent que pour le coup, effectivement, sous la fin du Second Empire, la force des républicains était clairement la force politique montante. Donc effectivement, ça paraissait logique que ça devienne une république. Sauf que il va y avoir des élections législatives et que lors de ces élections législatives, ce sont les monarchistes qui vont l'emporter, mais très haut la main. En gros, on a trois grands partis politiques représentés dans la Chambre à cette époque-là. On va avoir les légitimistes, c'est-à-dire les monarchistes qui sont favorables au retour à la monarchie absolue du droit divin, et eux veulent mettre sur le trône le comte de Chambord. On a les monarchistes orléanistes, c'est-à-dire ceux qui sont pour une monarchie à la cool, avec un parlement, une monarchie constitutionnelle moderne, qui eux sont favorables au comte de Paris. Et enfin, on a les républicains, trois forces politiques. Et étant donné qu'il y a 2/3 des députés qui sont monarchistes, il est évident que normalement, la jeune Troisième République est vouée à l'échec et qu'elle va normalement péricliter pour être transformée en monarchie. Mais il se trouve que les monarchistes, les légitimistes et les orléanistes n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, ils finissent par trouver un accord pour mettre le comte de Chambord sur le trône, sauf que le comte de Chambord, c'est un contre-révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il veut que l'on supprime tout l'héritage, et intégralement, de la Révolution française. Il veut qu'on revienne à l'ancien régime, à l'ancienne. Et pour le coup, l'Assemblée va lui accorder tout, sauf une chose, c'est la suppression du drapeau tricolore. Le comte de Chambord veut revenir au drapeau blanc avec fleur de lys, et pour le coup, l'Assemblée de l'époque refuse de supprimer le drapeau tricolore. À cause de ça, et uniquement à cause de ça, le comte de Chambord refuse de monter sur le trône. Et dites-vous bien une chose, c'est que je suis intimement persuadé, parce que les Français ont un sentiment monarchiste très fort, encore aujourd'hui. Mais s'ils ne le savent pas, ils ont un sentiment monarchiste très fort, leur rapport au président relève du rapport monarchiste. Et bien pour le coup, je suis persuadé que si le comte de Chambord était monté sur le trône, encore aujourd'hui, on serait en monarchie. J'en suis alors certain. Bien, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que ça dure, du coup, ce désaccord entre les monarchistes, là, le comte de Chambord, son cinéma, ça dure 3 ans et demi, et résultat des courses, au bout d'un moment, tout le monde en a marre, et il va bien falloir trouver des institutions pérennes, on va continuer à avoir un truc sans constitution, sans rien. Et c'est comme ça que les monarchistes modérés, donc les orléanistes, vont finir par passer un accord avec les républicains, en disant, ok, vous savez quoi, on accepte la République, mais à une condition, c'est que cette République, elle soit de droite. Monarchie de droite, d'accord? C'est que la République soit conservatrice, de droite. Et comment faire pour s'assurer que la République soit de droite? Eh bien, on va créer un bicamérisme de chambres, une chambre qui sera du bord politique qu'elle veut, et l'autre chambre qui sera toujours de droite. Et on va leur donner les mêmes pouvoirs. Comme ça, la chambre conservatrice, le Sénat, empêchera les réformes pour de gauche d'aboutir. Ok? Vous comprenez la logique? Comment faire pour être sûr que le Sénat soit toujours de droite? Et il a toujours été de droite, il y a eu que 3 exceptions. Il y a eu 3 fois 3 ans, 9 ans en tout, où le Sénat n'a pas voté de gauche. Comment on fait? Eh bien, on fait élire les sénateurs par des élus locaux. Pourquoi est-ce que du coup, ça donne toujours un résultat de droite? Je vous explique. En France, on a grosso modo 35 000 communes. Après 35 000 communes, on a environ 30 000 pour moins de 500 habitants. 500 habitants, on est sur de la toute petite commune. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement ça ne comprend pas les villes, mais ça ne comprend même pas les villages qui sont dans les aires urbaines. Si vous prenez Aix-en-Provence, il y a un seul village, donc moins de 500 habitants, c'est Saint-Antonin-sur-Bayon. Pourquoi? Parce qu'on est sur la Sainte-Victoire, que tous les sols, tous les permis de construire sont gelés, parce qu'on est en zone non constructible, et du coup, effectivement, il n'y a que le petit village qui existe. Mais en dehors de ça, on ne peut plus rien construire. Mais à part Saint-Antonin-sur-Bayon, et c'est une exception, il n'y a que des communes de largement plus de 500 habitants. Moi, qui habite à 20 minutes d'Aix dans un village, c'est 6 000 habitants. Et vous pouvez encore aller à 20 minutes de chez moi, il n'y a pas un seul village qui compte moins de 500
Donc ça veut dire que vraiment, on va trouver ces villages de moins de 500 habitants dans des zones rurales. Ce n'est même pas des zones de périphérie urbaine, c'est des zones rurales, profondément rurales. Et en France, il y a une donnée sociologique importante, c'est que globalement, les campagnes sont de droite, alors que les villes sont plutôt de gauche. Ça ne veut pas dire que toutes les villes sont de gauche et que toutes les campagnes sont de droite. Mais majoritairement, les campagnes sont de droite et les villes sont plutôt de gauche. Et ça implique quoi? Ça implique que sur les 35 000 communes, donc l'immense majorité des élus qui forment le collège de grands électeurs sont issus, c'est les maires et les adjoints, grosso modo. C'est-à-dire que l'immense majorité des grands électeurs vient des toutes petites communes rurales, vu qu'elles sont majoritairement de droite. Voilà comment on se retrouve avec un Sénat qui est toujours élu par des gens qui sont majoritairement de droite. Et pour vous donner un exemple, le Sénat a été une seule fois de gauche sous la 5e République, c'est 2011 à 2014. Je l'ai déjà dit ça, premier semestre. La raison, elle est géniale. Et Sarkozy, en fait, en 2010, a fait voter une réforme des collectivités territoriales qui a retiré énormément de pouvoir aux maires. Et il se trouve que les maires, tous bords confondus, ont tous été opposés à cette réforme. Donc même les maires de droite étaient contre. Et du coup, les maires de droite, pour emmerder Sarkozy et lui faire payer sa réforme des collectivités, ont voté pour la gauche pour lui dire là, on n'est vraiment pas content. Sachant que ça n'a pas changé grand-chose, c'est pas bloquant, puisque le Sénat a moins de pouvoir que l'Assemblée nationale, donc il a quand même pu mener sa politique, mais il n'en demeure pas moins. Par contre, ça a compliqué les choses. D'ailleurs, il a bien reçu le message, puisque dès l'année suivante, il est revenu en arrière sur sa réforme pour calmer les choses et faire en sorte que les élus locaux puissent à nouveau continuer. Donc, voilà, c'est le seul cas, vous vous rendez compte, sur les 60 dernières années, c'est la seule fois où le Sénat a été de droite, de gauche. Et ça a été parce que la droite a voté pour la gauche pour emmerder le président de droite. Vous savez bien que là, effectivement, on a un problème de légitimité évident avec le Sénat, c'est que le Sénat a toujours une couleur politique. C'est toujours de gauche, c'est le même problème. C'est pas question de gauche ou droite, c'est question qu'ils soient toujours d'un bord. Dans ces conditions-là, le Sénat n'a absolument aucune légitimité démocratique. Donc en fait, quand on regarde bien notre Parlement, entre le Sénat qui est toujours de droite et l'Assemblée nationale qui ne correspond pas du tout à l'équilibre des forces réelles politiques dans le pays, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas très bien représenté. Le Parlement est loin d'être suffisant de ce là. Ok? Ouais. Alors ensuite, le Parlement, il y a deux possibilités pour arriver à réunir les chambres. Ces deux possibilités, c'est le Congrès et la Haute Cour. Alors le Congrès, c'est lorsqu'on va prendre le Sénat et l'Assemblée nationale et on les réunit pour former une chambre avec tout le pouvoir législatif. Le Congrès, on les réunit en deux circonstances. La première circonstance, c'est lorsque le président veut adresser un message au Parlement. En fait, il y a un principe, c'est que du fait de la séparation des pouvoirs, le président n'a pas le droit de rentrer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Le gouvernement peut y aller, il y est même chaque semaine pour répondre aux questions au gouvernement, mais le président, lui, ne peut pas rentrer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ça lui est interdit. Il ne peut pas le faire. Okay. Donc il ne peut pas le faire. La seule possibilité, s'il veut adresser un message aux parlementaires, la première, c'est d'écrire un message qui va être lu par les présidents de chambre. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais ça a été le cas il y a 3 jours, c'est très rare. Il y a 3 jours, Emmanuel Macron a écrit un message à destination du Parlement qui a été lu par les présidents de chambre à propos justement de l'Ukraine. Okay. Et la deuxième possibilité pour s'adresser aux parlementaires, c'est carrément d'aller les voir. Et pour aller les voir, il ne peut pas le faire dans l'enceinte de l'Assemblée nationale du Sénat. Il faut qu'il convoque le Congrès. Et là, il va pouvoir aller parler aux deux chambres en même temps. Et alors, ce qui est magique, et ça franchement, il faut être français pour inventer un truc pareil, c'est que le Congrès, on le réunit où? Vous vous souvenez ou pas? À Versailles. Putain, comment? On est une république. Et le seul endroit qu'on a trouvé pour que le président s'adresse aux députés, c'est un moment déjà où on est limite du point de vue de la séparation des pouvoirs, il n'est pas censé leur parler. Et bien du coup, le seul endroit où il peut leur parler, c'est à Versailles, le symbole mondial du pouvoir personnel.
Dans le monde entier, Versailles est un symbole de pouvoir absolu d'un homme. Louis XIV, c'est une référence qui est connue dans le monde entier. Pour vous donner un exemple, Nixon, lorsqu'il a commencé à être inquiété dans l'affaire du Watergate, il a dit « Mais moi, vous ne pouvez rien contre moi, votre procédure d'impeachment, elle n'est pas légitime parce que moi, je suis Louis XIV. » Il a répondu ça. Ça prouve quand même que mentalement, il était un peu fatigué. Mais en dehors de ça, ça vous montre bien que même aux États-Unis, Louis XIV et Versailles, c'est le symbole du pouvoir absolu d'un homme. Et donc, nous, quand on a un président qui veut s'adresser aux parlementaires, on trouve quel lieu pour le faire? Versailles. C'est un gueule. Sérieusement, on ne peut pas faire pire. On ne peut pas faire pire. Bien. Passons. D'ailleurs, sincèrement, je ne sais pas si ça se trouve encore sur YouTube, cette vidéo, mais il faudrait la voir. La vidéo de Sarkozy, le jour où il va s'adresser aux parlementaires à Versailles. Sans déconner, il lui manque que la perruque, et je vous jure qu'on dirait Louis XIV. Le mec, et vous sentez qu'il est transcendé par le lieu. Là, de se trouver dans les ordres de la monarchie, d'un seul coup, vous voyez, on a l'impression de voir Louis XIV avec ses petits talons et son machin, là, comme ça, sa canne, machin, la caricature du roi, quoi. Vous avez l'impression d'avoir Louis XIV qui est en train de se trimballer dans les couloirs de Versailles. C'est hallucinant. Bref, passons. Voilà. La deuxième circonstance dans laquelle le Congrès peut être réuni, c'est lorsqu'il s'agit de faire ratifier, on l'a déjà vu, mais au terme de l'article 89 de la Constitution, souvenez-vous bien, pour ratifier une révision constitutionnelle, il y a deux possibilités. Soit on fait un référendum, c'est la procédure normale, soit on fait une ratification par le Congrès à la majorité des 3/5e, c'est la procédure exceptionnelle, et je vous avais dit d'ailleurs que l'exception était Montpellier, puisque sur les 22 tentatives de révision par le biais de l'article 89, 21 fois on était passé par la procédure exceptionnelle et une seule fois par la procédure normale. Bien, encore une fois, il y a un sérieux problème. Ok. Et ensuite, l'autre possibilité, c'est d'abord le Congrès, et l'autre possibilité de réunion des deux chambres, c'est la Haute Cour. Alors la Haute Cour, c'est une juridiction. Là, on n'est pas sur un organe législatif, on est sur un organe judiciaire. La Haute Cour, c'est l'institution qui est chargée de juger de la responsabilité pénale du président de la République pendant son mandat. Le principe, c'est que le président, normalement, est irresponsable pénalement de tous les actes commis à l'occasion de son mandat. On en reparlera plus tard. C'est un principe qui permet de faire en sorte que le président ne soit pas impliqué. Sauf s'il commet des manquements incompatibles avec l'exercice de son mandat. Avant, c'est ce qu'on appelait la haute trahison. Maintenant, on parle des manquements incompatibles. On a un peu élargi. L'idée, c'est quand même que si vraiment il fait quelque chose qui n'est pas possible, on puisse le virer. Mais encore une fois, posez-vous la question. Est-ce que c'est normal de faire juger un président de la République par les parlementaires, sachant précisément qu'on est dans une logique majoritaire, et que les parlementaires, sachant que c'est un vote à la majorité des 2/3, donc vous savez que le président a déjà au moins la moitié des députés dans sa poche. En fait, les probabilités que le président puisse être démis de ses fonctions à la suite d'une telle procédure est quasiment infime. Et d'ailleurs, jamais jusqu'à présent, il n'est arrivé, ne serait-ce qu'une seule fois, que le président soit mis en accusation devant la haute cour. Donc clairement, ça n'a aucun sens, ça ne sert strictement à rien, cet article. Bien. Alors maintenant, pour les attributions du pouvoir législatif, c'est l'article 8. Ça veut dire que si le président commet des délits ou des crimes, il ne sera pas jugé comme une question de mandat? À l'occasion de l'exercice de son mandat, non. Je ne sais pas si imaginons qu'il signe un traité avec Poutine, ou qu'il colle une droite à Poutine. Et il ne sera pas poursuivi pour cause de blessures. Non, ce sont des choses vraiment plus graves que ça. Mais non, effectivement, il y a une irresponsabilité pénale du président pour les actes commis à l'occasion du mandat. Mais d'ailleurs, il y a même une irresponsabilité pénale. Enfin, il y a une suspension des poursuites, c'est-à-dire que même pour des actes qui ont été commis avant son mandat, il ne pourra en aucun cas être poursuivi pendant le mandat. Imaginons un président qui aura été un tueur en série, en tout le temps de son mandat, vous ne pouvez pas le juger. C'est idiot qui est un tueur en série illégal. Oui, je vous donne la parole. Oui, c'est la Cour de justice de la République, c'est bien. Qu'est-ce que Mais est-ce que ça diffère après son mandat? Pas pour les faits commis pendant le mandat, et qui sont des faits à l'occasion du mandat. Les faits commis à l'occasion du mandat, il n'y a que les manquements incompatibles qui peuvent être jugés.
c'est tout. Après, pour les faits qui sont antérieurs, concomitants au mandat, qui n'ont strictement rien à voir avec le mandat, là oui, on pourra le juger. Imaginons un président qui bat sa femme, hein, ça n'a rien à voir avec le mandat présidentiel, mais on ne pourra pas le poursuivre pendant son mandat. Par contre, à l'issue du mandat, là, on pourra le poursuivre. Un mois après le mandat, on peut déclencher les procédures. Donc, pour ce qui est du coup des attributions du pouvoir législatif, c'est l'article 24 qui nous renseigne et dit la chose suivante. Le Parlement vote la loi, il contrôle l'action du gouvernement et il évalue les politiques publiques. Quand on lit ça, ben en fait, ça correspond parfaitement à ce qui est censé être le rôle d'un Parlement dans un régime parlementaire. Il vote la loi, ça c'est lui qui fait la loi, avec une précision quand même, on dit juste qu'il vote la loi. On va dire quand même qu'il élabore la loi. Parce que le pouvoir, le Parlement, logiquement, doit être à l'initiative des lois. Il a l'initiative des lois. Dire voter la loi, c'est comme si derrière le Parlement n'était là que pour valider ou invalider les textes. Il y a un peu l'esprit d'ailleurs du constituant de l'époque. Hein. Ça c'est un mot où on sent que le truc n'a pas été maîtrisé, ils n'ont pas réussi à déguiser le truc suffisamment habilement. Okay, mais bon, malgré tout, ça veut dire qu'effectivement, le pouvoir législatif, le Parlement est bien investi, le pouvoir législatif et pouvoir le faire la loi. Ensuite, il contrôle l'action du gouvernement. Ça, on a vu que dans les moyens de collaboration réciproque, le pouvoir principal du Parlement, c'était précisément de contrôler l'action de l'exécutif. Donc là, c'est bien prévu par la Constitution, tout va bien. On verra d'ailleurs que dans la pratique, ça ne marche pas, mais malgré tout, ça a une fonction, c'est bien écrit, en tout cas, ça fonctionne. Il évalue les politiques publiques, donc pareil. Donc là, on a quelque chose qui correspond à la théorie du régime parlementaire, donc a priori, tout va bien. Et dernier point pour parler du Parlement, c'est qu'on a affaire à un bicamérisme qui est relativement inégalitaire. En fait, pour comparer par rapport aux deux précédents régimes, sous la Troisième République, on avait un bicamérisme parfaitement égalitaire. Les deux chambres avaient les mêmes pouvoirs. Ce qui était très souvent source de blocage. Parce que justement, quand vous aviez une chambre des députés qui tendait vers la gauche, vous aviez le Sénat de droite qui bloquait tout. Donc, par définition, à part d'avoir une chambre des députés qui était plutôt de droite, et en ce moment-là, le Sénat validait, c'était problématique d'avoir justement cette égalité entre les deux. Sous la 4ème République, on avait modifié les choses et du coup, on avait remplacé le Sénat par le Conseil de la République. Et alors, le Conseil de la République, lui, il n'avait quasiment aucun pouvoir. Donc là, on était dans un bicamérisme totalement inégalitaire. Ce qui était d'ailleurs pas forcément idiot. Et ensuite, sous la 5e, eh bien, on a fait une espèce d'entre-deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a établi un bicamérisme que j'appelle relativement inégalitaire. Pourquoi? Parce que ça reste quand même inégalitaire dans la mesure où le Sénat ne peut pas avoir le dernier mot. Par contre, l'Assemblée nationale peut avoir le dernier mot. Donc ça, clairement, dans la procédure législative, qui est quand même le gros du boulot du Parlement, on a effectivement un déséquilibre au profit de l'Assemblée nationale, qui est quand même plutôt cohérent, d'ailleurs. Mais, par contre, l'inégalité ne se retrouve pas dans tous les domaines. Par exemple, le Sénat a un véritable droit de veto sur les procédures de révision constitutionnelle. Le Sénat, au même titre que l'Assemblée nationale, peut saisir le Conseil constitutionnel. Donc bref, il y a tout un tas de domaines comme ça où effectivement, finalement, le Sénat est relativement à égalité avec l'Assemblée nationale. Donc, quand on fait le bilan, oui, c'est inégalitaire, mais bon, on est dans une inégalité qui est quand même relativement maîtrisée. Hein. C'est pas valable dans tous les domaines. Donc on a un Sénat qui compte quand même. Notamment d'ailleurs, on verra, aujourd'hui, le paradoxe, c'est que le Sénat, alors que c'est la chambre la moins légitime qui soit, c'est finalement la seule chambre qui fait son boulot en contrôlant l'action du gouvernement. Ça n'a pas plus d'effet que ça. On va voir quand on parlera de l'affaire Benalla, que pour le coup, il n'y a que le Sénat qui a réussi à faire des véritables commissions d'enquête, qui a servi à quelque chose. L'Assemblée nationale s'est illustrée par une complaisance. C'est honteux ce qui s'est passé. On a un scandale d'État et la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, qui est majoritairement composée de députés En Marche, a jugé que tout était normal. Alors que le monde peut dire que tout était anormal. Et d'ailleurs, il y a des procédures pénales qui ont été engagées et des condamnations qui ont été prononcées. Donc derrière cette complaisance de l'Assemblée nationale, elle est vraiment coupable. C'est un scandale. Là, on a l'Assemblée nationale qui volontairement
Allez, maintenant, on va s'intéresser du coup au pouvoir exécutif. Alors, l'exécutif, dans un régime parlementaire, c'est une 25e fois, je le répète aujourd'hui, je le répéterai jusqu'à la fin de l'année. Dans un régime parlementaire, l'exécutif, il est comment? Bicéphale, avec un chef de l'État et un chef du gouvernement. Et qui est le chef de l'exécutif là-dedans? Le chef du gouvernement. Ça, il faut que ce soit ancré dans la tête de tout le monde. Okay. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder la Constitution, ce que dit la Constitution, et on va vérifier si c'est compatible ou pas avec la théorie du régime parlementaire. Est-ce qu'effectivement, dans ce qui est écrit dans la Constitution, on a un président qui est censé avoir un rôle un peu effacé, et un Premier ministre qui est lui le véritable chef de l'exécutif. Encore une fois, pour revenir à la théorie du régime parlementaire, le rôle véritable du président, c'est quoi? C'est deux choses. La première, c'est d'incarner la permanence du pouvoir exécutif. Si jamais on vire le gouvernement, c'est l'Assemblée nationale qui met le gouvernement, le président est là pour dire ouais, l'exécutif est toujours en place, et d'ailleurs c'est lui qui va désigner le nouveau gouvernement. C'est lui le garant de cette stabilité du pouvoir exécutif. Donc son seul véritable rôle sur le plan politique, pour le coup, c'est justement de nommer le Premier ministre. Alors, chez nous en France, nommer Premier ministre, ça semble être une formalité. Vu qu'on est dans une logique majoritaire, c'est jamais trop compliqué. Il suffit de prendre un mec qui correspond au parti politique qui a gagné les élections, et hop, on a réussi à nommer le Premier ministre. Mais quand on est dans un régime parlementaire pur, voire dans un régime minoritaire, nommer le Premier ministre, c'est-à-dire qu'il faut nommer la personne qui va être capable de mettre sur pied une coalition. Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire celui qui va réussir à aller discuter avec les différents partis politiques pour faire en sorte qu'ils s'accordent sur un programme commun, etc. etc. D'accord? Donc c'est pas du tout la même chose. Vous comprenez bien. Donc ça peut être une difficulté de devoir nommer un Premier ministre. C'est pas forcément évident. C'est pour ça que c'est un rôle important. Bien, alors quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il en est du coup dans la Constitution de 1950? Alors notre chef du gouvernement, à nous, il s'appelle donc le Premier ministre. Pour comprendre le rôle du Premier ministre, il y a deux articles à lire et à analyser, l'article 20 et l'article 21. L'article 20, c'est l'article qui définit le rôle du gouvernement, et l'article 21, c'est l'article qui définit le rôle du Premier ministre. Que nous dit l'article 20? Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Pareil, on prend 2 secondes et on regarde un petit peu les termes qui sont proposés. Détermine et conduit. Si on avait dit juste conduit, ça veut dire que le président de la République pouvait décider et ensuite le gouvernement aurait à appliquer. Non, là on nous dit que le gouvernement détermine la politique de la nation. Déterminer, ça veut dire faire les choix, prendre les décisions. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui, dans le texte, est censé être à l'origine de la politique de l'État. Vous me suivez? Bon. Et deuxième article, l'article 21, qui nous dit que le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Bon, bah, du coup, le Premier ministre dirige l'action de celui qui détermine la politique de la nation. C'est-à-dire, grosso modo, qu'effectivement, le Premier ministre, dans le texte, est bien censé être le véritable chef de l'exécutif. Donc, dans notre Constitution de 1958, c'est très clair. Le chef de l'exécutif, c'est le Premier ministre, pas le président. Ok? Alors ensuite, il y a, après le Premier ministre, il y a avec lui tout le gouvernement. Alors, le gouvernement, il est composé d'un certain nombre de personnes. Vous avez 4 types de personnes qui siègent au gouvernement. Les ministres d'État, les ministres délégués et les secrétaires d'État. Très rapidement, je vais expliquer ce que sont les uns et les autres. Un ministre d'État, c'est un ministre normal, mais auquel on confère un rôle symbolique plus important. C'est-à-dire que, en général, quand on va nommer un ministre d'État, c'est pour dire voilà, ce ministère-là, c'est un ministère fondamental, c'est-à-dire que ça va être un des champs d'action sur lesquels on va mettre notre priorité. Par exemple, c'est souvent un message politique, hein, c'est rarement une réalité. Pour vous donner un exemple, sous Hollande, il y avait le ministère d'État à l'écologie. Et le ministre d'État à l'écologie était le numéro 2 du gouvernement. Vous avez l'impression que l'écologie a été une priorité particulière sous Hollande? Non. Par contre, politiquement, quand on dit que, effectivement, c'est un ministère d'État, ça claque. Hein, c'est un message politique qui va rassurer les écologistes.
réalité, il n'y a eu aucun effet derrière réel, mais c'est un message politique, c'est de la communication politique. Ensuite, vous avez les ministres, tout court. Alors, un ministre, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui a en charge un pan entier de l'action de l'État, et qui du coup va diriger ce que l'on appelle un marocain ministériel. Qu'est-ce que c'est qu'un marocain ministériel? Vous connaissez le terme ou pas? Non? Moi j'ai un marocain dans mon sac, par exemple. C'est bien qu'on ne parle pas d'un Maroc, hein? C'est mon sac. C'est quoi un marocain ministériel? Vous connaissez tous ce terme. Quand vous allez vous acheter un sac, mesdemoiselles, vous allez chez un maroquinier. Un maroquinier, c'est quelqu'un qui travaille le cuir. Une pièce de maroquinerie, une pièce de cuir, c'est-à-dire faire un sac, un portefeuille. Un marocain, c'est un portefeuille. Donc, quand on dit qu'on a un marocain ministériel, c'est-à-dire qu'on a un portefeuille ministériel. C'est-à-dire qu'on gère une partie du budget de l'État et qu'on gère du coup une partie de l'action de l'État. Et donc, un ministre, c'est quelqu'un qui est à la tête d'un pan de l'administration. Si vous êtes ministre de l'Éducation nationale, vous gérez toute l'administration de l'Éducation nationale. Vous êtes ministre, je ne sais pas moi, de la Défense, vous gérez l'armée, vous gérez les gendarmes. Vous êtes ministre de l'Intérieur, vous gérez la police. Vous êtes garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous gérez l'institution judiciaire. D'accord? Vous comprenez ce que c'est? Bien. Donc voilà ce qu'est un ministre, c'est quelqu'un qui gère ça. En dessous, vous avez les ministres délégués. Un ministre délégué, c'est comme un ministre, sauf qu'il va être rattaché à un autre ministre. Au lieu d'être rattaché au Premier ministre, il va être rattaché directement à un autre ministre. Et enfin, vous avez les secrétaires d'État. Un secrétaire d'État, c'est exactement comme un ministre délégué, à une exception. C'est qu'en fait, les membres du gouvernement se retrouvent une fois par semaine, se réunissent une fois par semaine dans ce qu'on appelle le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, c'est là où tous les actes du gouvernement vont être actés. C'est là où sont signés les décrets, c'est là où les projets de loi vont être proposés, vont être validés, votés, puis proposés, votés par le Conseil des ministres, puis proposés ensuite au Parlement. Et c'est là où vraiment l'action du gouvernement se fait. Eh bien, les secrétaires d'État ne siègent pas au Conseil des ministres, contrairement à tous les autres, sauf si un sujet qui les concerne est à l'ordre du jour. D'accord? Mais leur présence n'est pas automatique. Mais c'est la seule différence entre un secrétaire d'État et un ministre délégué. Ça, et l'indemnité de fonction, parce que l'indemnité de fonction du secrétaire d'État est un peu plus faible que celle du ministre délégué. Bon, pas de ça, hein, je vous rassure, mais malgré tout, c'est un petit peu. Bien. La nomination du gouvernement, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors oui, quand on est membre du gouvernement, il y a un certain nombre d'incompatibilités, mais je ne vais pas revenir dessus. Grosso modo, on ne peut pas être parlementaire et ministre, c'est pas possible. Si je comprends, on ne peut pas être à la fois dans l'exécutif et dans le législatif. C'est pas les pouvoirs obligent. Et ensuite, sur la responsabilité pénale. Alors, il se trouve qu'on l'a vu, le président de la République bénéficie d'une immunité pendant son mandat. Et il ne peut être jugé pour les manquements graves uniquement par la haute cour. Pour ce qui est des parlementaires, eux aussi, ils ont une immunité. Normalement, ils ne peuvent pas être poursuivis pénalement pendant leur mandat, sauf si l'Assemblée à laquelle ils appartiennent vote la levée de l'immunité. Okay? Et les ministres, quant à eux, par contre, ils sont responsables pénalement, il n'y a pas d'immunité. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a malheureusement un nombre de ministres inquiétés dans des affaires judiciaires ou mis en examen qui est quand même assez inquiétant, franchement. C'est surprenant le nombre de mises en examen qu'on peut avoir pour des ministres depuis, je dirais, une petite dizaine d'années. Vraiment, c'est assez particulier. Bon, bref, quoi qu'il en soit, donc ils peuvent être poursuivis pénalement, par contre, ils ne peuvent pas être poursuivis pénalement par le juge ordinaire. C'est la Cour de justice de la République qui va être chargée justement de juger ces ministres pour les faits commis pendant leur mandat. Alors cette Cour de justice de la République, elle est composée de 6 députés, de 6 sénateurs et de 3 magistrats de la Cour de cassation. Et en fait, sa composition pose un évident problème parce que, clairement, ce sont des parlementaires qui vont juger de la responsabilité pénale de ministres qui, très souvent, sont d'anciens parlementaires. Franchement, le risque de complaisance est évident. Et d'ailleurs, malheureusement, toutes les décisions que l'on analyse du Conseil de la Cour de justice de la République montrent que cette complaisance, elle est réelle.
vraiment, il y a des tas de dossiers où le dossier était hyper chargé, où il n'y a pas eu de condamnation derrière, alors qu'à l'évidence, on en aurait plus. Donc bref, c'est quand même assez surprenant tout ça. Effectivement, Emmanuel Macron, c'était vous, mademoiselle, qui disait tout à l'heure, avait pour projet de supprimer la Cour de justice de la République. Et oui, en effet, ce serait une très bonne chose de la supprimer, c'est à savoir les juridictions ordinaires, il s'agit de ministre. Il faut arrêter avec ce dogme de l'irresponsabilité politique, la permanente, ça devient quand même fatigant. Il y a quand même, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais il y a une sorte de crime en France. C'est bizarre, on a un goût pour les escrocs. Quoi. Non mais c'est vrai, il y a des pays où vous avez, une fois que vous avez été condamné pénalement, votre carrière politique elle est morte. Vous avez des gens, nous on a des gens qui sont condamnés pour détournement d'argent public. C'est vraiment des problèmes où c'est lié à leur fonction. Et on les réélit derrière. Moi je trouve ça invraisemblable. Hein, quand vous voyez des Balkany, quand vous voyez même un Juppé qui vient du Conseil constitutionnel, le mec a été condamné pour détournement d'argent public. C'est incroyable comme histoire. Il a été perdu après. Les Français aiment bien les autres. Je ne vois que ça comme bien. Et on démarre du coup, on ne finira pas aujourd'hui parce que c'est long, mais on démarre du coup du président de la République. Alors, le président de la République, donc là encore, on va essayer de se poser la question de savoir si le rôle que la Constitution de 1958 confère au président de la République, si ce rôle est bien compatible avec la théorie du régime parlementaire. Elle m'avait prévenu, rassurez-vous, que moi, je dis que je parle, que j'avais dans une tête. Oui, est-ce que le rôle que la 5e confère au président, est-ce que c'est compatible avec la théorie du régime parlementaire? On va se poser la question. D'abord, en fait, on constate deux choses. C'est déjà, le président de la République est omniprésent dans la Constitution. On le voit tout le temps. On le voit déjà des articles 5 à 19, traitent tous du président de la République, parce que le Premier ministre, il y a un seul article qui traite de lui spécifiquement. Le président, il en a 14. Et en plus de ça, derrière, il y a plein d'autres articles qui vont en parler. Ce qui veut dire que, en fait, on a deux types d'articles qui traitent du président. Il y a un article qui traite du rôle en général du président, et après, vous avez plein de petits articles qui vont traiter des différentes fonctions du président de la République. Okay, les différents pouvoirs qu'on va lui rajouter de ci, de là. Okay, on va d'abord s'intéresser du coup au rôle. Le rôle, il est défini à l'article 5. Et l'article 5, il nous dit la chose suivante, c'est que le président veille au respect de la Constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, il veille, ainsi qu'à la continuité des États. On va disséquer les trois parties de cet article 5. D'abord, quand on dit que le président veille au respect de la Constitution, ben, c'est vrai. Pourquoi? Parce que le président de la République est une autorité de saisine du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire s'il doute de la constitutionnalité d'une loi, il peut saisir le Conseil constitutionnel. Ensuite, le président de la République a le pouvoir de nommer certains membres du Conseil constitutionnel, et en plus de ça, c'est lui qui nomme le président du Conseil constitutionnel. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, il joue un rôle dans la mise en place du Conseil, ou dans le fait que le Conseil soit apte à vérifier la constitutionnalité des lois. Donc là, le rôle est bien rempli, et je dirais que c'est un rôle qui est tout à fait compatible avec la théorie du régime parlementaire. Alors c'est pas prévu dans la théorie de base du régime parlementaire, mais bon, on est sur un rôle effectivement de contrôle, donc ça paraît on ne peut plus cohérent avec la théorie du régime parlementaire. Deuxième partie de l'article 5, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Alors là, c'est hyper intéressant. Le mot-clé, c'est arbitrage. C'est quoi un arbitre? Dans un match de foot, l'arbitre, il fait quoi? Il y a un peu ici. Moi, je regarde jamais le foot. Il s'intéresse au foot. Ben, il est là pour vérifier que les règles soient bien respectées pour les faire appliquer, effectivement. Mais est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il participe au jeu? Il y a des fois où il se prend un ballon dans la tête, mais globalement, il ne participe pas au jeu, effectivement, l'arbitre. Donc le rôle d'arbitre, c'est un rôle spécifique. C'est quelqu'un qui est en retrait, qui n'agit pas, qui simplement est là pour veiller à ce que ça se passe bien.
quand on dit qu'il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ça ne veut pas dire qu'il participe directement au fonctionnement des pouvoirs publics, ça veut dire qu'il veille à ce que ça marche bien. Et comment est-ce qu'il fait pour veiller à ce que ça marche bien? Il nomme le Premier ministre. Parce que les pouvoirs publics, qui sait qui les fait fonctionner? C'est le gouvernement. Donc quand on dit qu'il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'il veille au fonctionnement régulier du gouvernement. Et donc au fait, il y ait toujours un gouvernement qui soit en place à gouverner la France. Donc là encore, en fait, cette phrase, elle renvoie parfaitement au rôle majeur du président de la République dans sa régime parlementaire, qui est de nommer le Premier ministre. Tout va bien. Et enfin, on nous dit qu'il assure la continuité de l'État. Là encore, c'est simplement le fait que si jamais le gouvernement est destitué, il assure la continuité de l'État en nommant son gouvernement et en assurant pendant ce temps-là, en incarnant la permanence du pouvoir exécutif. Donc, cet article 5, c'est exactement l'application de la théorie du régime parlementaire. Donc quand on voit ça, on se dit, bah, c'est cool, parce que on a un président qui est là en tant qu'arbitre, juste pour nommer un Premier ministre, un Premier ministre, au titre de l'article 20 et 21 et 20, qui est donc le chef de l'exécutif, et un Parlement qui est là pour avoir le pouvoir législatif. Donc quand on regarde ces 4 articles-là, 4 articles pivots, 5, 20, 21, 24, on constate quoi? On est dans un régime parlementaire. Clairement, on est dans la définition même du régime parlementaire. Mais ceci étant dit, ça paraît bizarre quand même qu'on soit dans un régime parlementaire. Parce qu'on connaît De Gaulle. On sait très bien quelle était la volonté de De Gaulle. Dès 1946, De Gaulle, quand il a été évincé du pouvoir et que la 4e République a été mise en place, De Gaulle a prononcé un discours dans la ville de Bayeux, qu'on appelle le discours de Bayeux, un discours extrêmement célèbre de Charles de Gaulle. De Gaulle a dit qu'il voyait comme régime. Et clairement, dans le discours de Bayeux, il développe une théorie politique dans laquelle il dit que pour qu'un régime soit viable, il faut un président de la République fort, qui est un président sur lequel les institutions vont s'appuyer. C'est lui qui va devenir le centre du jeu politique, clairement. Et lui, il est là pour donner des directives. Alors, c'est pas lui qui va directement mettre les mains dans le cambouis, mais c'est lui qui va donner des directives. Encore, on est dans un autre sens du mot arbitrage. Il va dire ce qu'il faut faire. Et les autres font. D'accord ? Et en fait, c'est ça l'ambiguïté. Et donc, quand on sait que De Gaulle voulait ça depuis le début, quand on lit les discours des uns et des autres de Gaulle, de Michel Debré, qui est le principal rédacteur de la Constitution, et y compris pendant les premières années de la Constitution, on entend quoi tout le temps? Que le président doit jouer un rôle absolument central. D'ailleurs, c'est Michel Debré, c'est une expression de Michel Debré qui va dire du président qu'il est la clé de voûte des institutions. Mais c'est quoi une clé de voûte en architecture? Personne ne sait. La clé de voûte, lorsqu'on a deux murs inclinés l'un vers l'autre, la clé de voûte, c'est la pierre qui est au sommet et qui fait que les forces vont s'équilibrer et que l'édifice va tenir. La clé de voûte, si vous voulez, c'est la pierre sommitale qui est garante du maintien de l'édifice. Donc quand on dit du président qu'il est la clé de voûte, c'est-à-dire qu'il est le centre du jeu politique et qu'il est au sommet du jeu politique. Donc clairement, toutes les expressions qui sont utilisées à cette époque-là montrent en fait la volonté, dès le départ, c'est de faire du président beaucoup plus que ce que l'on vient de décrire. Et effectivement, quand on lit tout le reste des articles qui sont consacrés au président de la République, qui parlent du président de la République, on constate que les pouvoirs du président sont nettement supérieurs à ce qui vient simplement d'être dit dans l'article 5. Mais du coup, on va avoir une contrariété entre le rôle et les pouvoirs qui sont donnés. Le rôle, il est clairement défini. Vous allez voir que les pouvoirs sont nettement supérieurs. Alors, on va y venir rapidement. Simplement, je vais en traiter juste deux petits points, parce que je n'aurai pas le temps d'aller plus loin. Aujourd'hui, on finira ça la semaine prochaine. Donc, parmi tous les articles qui traitent du président de la République, on va les voir un par un. Et on commence du coup avec les articles 6 et 7 de la Constitution. Les articles 6 et 7 de la Constitution sont les articles qui prévoient comment est-ce que le président de la République est élu. Alors là, on ne lui donne pas un pouvoir, mais quand même, le mode d'élection du président, vous savez bien que ça va être absolument déterminant. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc on sait déjà de quoi on parle. Mais je vais quand même vous le répéter une énième fois. En 1958, pardon, avant 1958, sous la 3e, sous la 4e et dans tous les régimes parlementaires dans le monde, comment est-ce que les présidents de la République sont élus? Je ne suis pas universel indirect, mais par qui? Qui c'est qui vote pour
c'est le président de la République. Non. Pas les grands électeurs, ce sont les parlementaires. Exactement. Ce sont les parlementaires, dans un régime parlementaire, la logique c'est que les parlementaires élisent le président. Ok. Le problème c'est que ça, De Gaulle, ça lui file des boutons. Pourquoi? De Gaulle, c'est un anti-parlementariste. C'est quelqu'un qui ne peut pas blairer le Parlement. De Gaulle, tous ces trucs de compromis, de discussion dans le Parlement, le fait que ce soit le Parlement qui soit le centre du jeu politique, De Gaulle, ça le gonfle. Ce qu'il veut, c'est que ce soit l'exécutif qui décide et le Parlement qui exécute. Donc, par définition, si le président est élu par le Parlement, ça le met en position d'infériorité par le Parlement. Si moi, si c'est vous qui m'élisez, par définition, moi, je serai inférieur à vous. Parce que c'est à vous que je dois ma place. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, du coup, De Gaulle ne veut pas que le président soit élu par le Parlement unique. Et il va avoir, du coup, une idée qui, déjà, en soi, est très étonnante, parce que je ne connais aucun autre État qui ait fait ça, c'est que le président de la République ne sera pas élu simplement, là je parle de 1958, il ne sera pas élu simplement par le Parlement, mais il sera élu par un collège de grands électeurs. Le même que celui des sénateurs, sauf qu'en plus on rajoute les députés et les sénateurs. Les parlementaires vont participer au vote, sauf que ça fait 900 personnes sur 160 000. Ça veut dire que le poids des parlementaires est infime. Donc ça permet justement de faire en sorte que le président ne soit plus dépendant du Parlement. Il ne doit plus son élection au nom du Parlement. Donc du coup, il n'est plus en position d'infériorité par rapport au Parlement. Okay, ça, c'est le premier point. Et sur l'autre intérêt quand même, c'est que puisque le collège de grands électeurs est toujours de droite, ça permet d'avoir un président toujours de droite. C'est pratique, de droite. Ceci étant dit, si on avait été dans un régime parlementaire, un vrai, est-ce qu'il aurait été gênant d'avoir un président toujours de droite? Ben non, parce que le président, il n'a pas de choix. On s'en fout que ce soit de droite ou de gauche, ce matin, on fait n'importe quoi, on s'en tape en fait. Son rôle, c'est juste de nommer un Premier ministre. Et de toute façon, il ne pourra pas nommer un Premier ministre avec une chambre de gauche, parce que du coup, le Parlement fera tomber la chambre de gauche. Donc, en fait, ça n'a aucun intérêt, enfin, ça n'a aucun désavantage particulier que d'avoir un président toujours de droite si on est dans un vrai régime parlementaire. Il n'est pas le cas. Bien. Donc voilà comment est-ce que le président est élu en 1958. Mais alors De Gaulle, et là comprenez bien là, le moment que je vais traiter parce que c'est très important, De Gaulle, en 1962, pour l'instant, jusqu'ici, tout va parfaitement bien. Il a voulu un régime politique, et ce régime politique, il se déroule à merveille. Pourquoi est-ce qu'il se déroule à merveille? Parce qu'il y a un fait majoritaire. Il est tellement charismatique, De Gaulle, que du coup, il a réussi à faire en sorte que les parlementaires, dans leur grande majorité, soutiennent systématiquement son action. Et pour De Gaulle, ce qui fait la réussite de son régime, c'est précisément parce qu'il y a ce phénomène-là. Il y a un fait majoritaire. De Gaulle veut un régime majoritaire. Mais De Gaulle est assez lucide. Et il sait très bien que là, ça fonctionne parce que c'est lui. Parce que c'est lui, parce qu'il a ce charisme-là. Son successeur désigné, c'est Pompidou. Pompidou, il est extrêmement lettré. Je pense que ça doit être très agréable de discuter avec Pompidou. Il faut se reconnaître, que vous l'écoutiez dans un petit discussion. Il n'avait aucun charisme. Il n'avait aucune capacité à mobiliser les foules, à faire ce que De Gaulle avait réussi. De Gaulle, vous regardez ses conférences de presse, alors moi je trouve ça assez insupportable, mais malgré tout, il faut reconnaître le talent du bonhomme. Il était tout le temps en train de faire des blagues, des machins, des ci, des là, il arrivait à séduire les gens qui l'écoutaient. Et du coup, il séduisait personne. Je ne sais pas si séduisait sa femme. Non, c'est vrai, des qualités intellectuelles monstrueuses. C'est un normalien, c'est quelqu'un qui intellectuellement est un monstre. Hein. Mais par contre, clairement, c'est pas un tribun, c'est pas quelqu'un qui est capable de faire naître une véritable dynamique. Et De Gaulle sait très bien qu'à partir du moment où ça va être Pompidou qui va lui succéder, les parlementaires ne seront plus dans un phénomène de soutien permanent. Et s'il n'y a plus de soutien permanent, on ne sera plus dans un régime majoritaire. On sera au mieux dans un régime parlementaire, au pire dans un régime minoritaire. Et ça, De Gaulle, il n'en veut pas. Quand il crée la cinquième, il veut que ce soit le régime qui restera dans les annales comme étant le régime parfait. D'accord? Et pour lui, un régime parfait, c'est un régime majoritaire. Donc, De Gaulle réfléchit à un moyen pour que ce fait majoritaire, qui s'est produit durant les 4 premières années de la Ve République,
deviennent systématiques. C'est-à-dire que là où lui bénéficiait d'un soutien volontaire de la part des parlementaires, il cherche un moyen pour faire en sorte que ce soutien devienne une soumission contrainte et non plus un soutien volontaire. Et comment faire pour arriver à ça? L'élection du président au suffrage universel direct. C'est-à-dire qu'Okey Pompidou, il n'est pas charismatique, mais s'il est élu par tous les Français dans le cadre d'une élection qui va être le moment politique et le principal moment politique, par définition, ça va lui donner une légitimité qui fait que derrière, il va y avoir une logique majoritaire. Et d'ailleurs, 1962, c'est très intéressant ce qui s'est passé parce que, je vous le disais, on était dans un fait. C'est que les parlementaires suivaient De Gaulle parce qu'ils en avaient envie. Quand De Gaulle a voulu instaurer l'élection du président au suffrage universel direct, il y a une bonne partie des parlementaires de la majorité, des gaullistes, qui n'ont plus soutenu De Gaulle. Ils n'étaient pas d'accord. Et à l'époque, un parlementaire qui n'est pas d'accord, il le dit. Et il le fait. Et ce qui s'est passé, c'est incroyable, aujourd'hui on ne peut pas l'envisager, c'est qu'on a des députés gaullistes qui ont voté la motion de censure contre le gouvernement Pompidou, qui ont fait tomber le gouvernement de leur bord politique, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette décision. Et avec le fait que De Gaulle court-circuite le Parlement en utilisant l'article 11. Et comme ils n'étaient pas d'accord, ils ont fait tomber leur gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? De Gaulle a dissous l'Assemblée nationale. Et tous les députés gaullistes qui s'étaient opposés à lui, autant vous dire, ils n'ont pas pu se représenter. C'est-à-dire qu'il les a fait remplacer par d'autres qui lui étaient fidèles. Et donc là, le message politique, il a été extrêmement clair et gravé dans le marbre toute l'histoire de la 5e. C'est un parlementaire qui s'oppose à son chef, sa carrière politique, elle est terminée. Et vous vous souvenez, ce que je vous ai expliqué la semaine dernière, en fait, c'est un mécanisme de menace qui fait que du coup, les députés étaient contraints d'être soumis au président de la République, parce que le président de la République est le chef de son parti politique. Et là, vous en avez la démonstration. En 62, De Gaulle, alors qu'il n'est même pas le chef de son parti, mais il a une telle autorité sur le parti qu'il a réussi à faire en sorte que tous ceux qui s'étaient opposés à lui soient virés. Fin de leur carrière, on n'en a plus jamais entendu parler, ni des uns ni des autres. Et du coup, là, la logique majoritaire, elle est entrée et elle est créée à partir de là. Avant, c'était un fait, maintenant, c'est une logique. Ok? Donc voilà pour l'élection du président. Et un dernier petit point sur l'article 8 de la Constitution. On s'arrêtera là pour. Alors, l'article 8 de la Constitution, c'est l'article qui traite de la nomination du Premier ministre et du gouvernement. Alors, comment ça se passe? Le principe, c'est que c'est le président de la République qui signe un décret simple, il est seul à signer un décret, qui va nommer un Premier ministre. Et une fois que le Premier ministre est nommé, en général, il se passe 2-3 jours, le Premier ministre va faire des propositions de gouvernement au président de la République, et le président de la République va ensuite, sur proposition du Premier ministre, nommer le gouvernement. En théorie, le président n'a pas son mot à dire sur la proposition du gouvernement. Il est censé nommer ceux qui ont été proposés par le Premier ministre. Mais alors, dans la réalité, il est bien évident qu'en réalité, c'est le président qui décide de la proposition. Alors oui, le Premier ministre pourra participer de temps en temps. Mais alors pour le coup, moi je peux vous dire, parce que j'ai assisté en direct à ça. Bon, encore une fois, je me raconte un peu ma vie, mais ma mère est amie très très proche d'Éric Dupond-Moretti. Du coup, je le connais très bien. Et étant d'origine italienne, il a un petit goût pour les pâtes fraîches et une cuisine un peu. Donc du coup, comme moi aussi, on se fait des compètes de pâtes fraîches. On va voir qui fait les meilleures pâtes, c'est toujours au moins une fois par an, on fait ça. Bref. Et il y a un an et demi, je ne sais plus, quand il a été nommé, il se trouve qu'on était en train de faire des pâtes. Et je le vois, c'était compose, téléphone Emmanuel Macron. Ah, ok. Et effectivement, j'ai assisté en direct à ce coup de fil où Emmanuel Macron me propose d'être garde des Sceaux. C'est-à-dire que c'est même pas Castex qui l'a appelé. Et pour le coup, Castex n'était même pas au courant. C'est Macron qui lui a demandé en direct si éventuellement il pouvait l'envisager avant d'en parler à Castex. Et Castex, à aucun moment, n'a eu son vote. C'est Macron
seul qui a décidé d'Éric Dupond-Moretti serait garde des Sceaux. D'accord? Donc vous voyez bien, pour le coup, l'intervention du Premier ministre, qui est censée pourtant être déterminante, dans la réalité, n'a absolument aucun but. Okay. Et alors l'autre point qui est intéressant, c'est dans l'article 8, il est dit qu'effectivement, le président de la République nomme le Premier ministre et le gouvernement, et vous remarquerez qu'à aucun moment, il est dit que le président peut révoquer le gouvernement ni le Premier ministre. En fait, le président de la République, une fois qu'il a nommé un gouvernement et son Premier ministre, ne peut pas les virer. Juridiquement, il n'en a pas le droit. Le seul qui a le droit de virer le gouvernement, qui c'est? Plutôt la seule. L'Assemblée nationale, je ne sais pas si c'est dit. L'Assemblée nationale, effectivement. L'Assemblée nationale est la seule à pouvoir virer le gouvernement, et après, sinon, c'est le gouvernement qui démissionne. Mais c'est tout. Ce sont les seules possibilités pour faire cesser les fonctions du gouvernement. Mais dans la réalité, on est bien d'accord, déjà les motions de censure, ça n'existe plus. Enfin, théoriquement, oui, ça existe toujours, mais ça ne se pratique plus du tout. Il n'y a plus aucun risque pour un gouvernement que sa majorité aille le faire tomber. Ça, c'est puisqu'il y a la logique majoritaire. Et en fait, en réalité, aujourd'hui, le seul qui peut gérer le gouvernement, dans la pratique, c'est le président. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il a une telle autorité sur son Premier ministre que si le président regarde son Premier ministre en lui disant bah, tu vas démissionner demain, que fait le Premier ministre? Il démissionne demain. C'est ce qui s'est passé avec Édouard Philippe. Avec Édouard Philippe, il y a eu un moment où il a commencé à avoir un petit peu des velléités d'indépendance par rapport à Macron. Macron, il a rappelé à l'ordre direct, une fois, deux fois, troisième fois, d'ailleurs, il démissionne. C'est terminé. Et il a démissionné dans la foulée. Et alors, il y a même une pratique, depuis Jacques Chirac, c'est quand même un truc surréaliste, ça, mais pour le coup, c'est véridique, c'est que, depuis Jacques Chirac, les premiers ministres, lorsqu'ils sont nommés, ont pour habitude de systématiquement remettre une lettre de démission non datée. C'est-à-dire qu'avant d'être nommé, c'est un préalable. Mettons que je vous nomme mademoiselle Premier ministre, vous avez l'obligation, avant même que je signe le décret, de me remettre un papier dans lequel vous dites je démissionne, et vous ne mettez pas de date. Ce qui veut dire que moi, le jour où j'en ai marre de vous, je mets une date, et vous êtes considéré comme démissionnaire. Donc voilà comment, en fait, on a renversé le principe, alors que normalement, il n'y a que l'Assemblée nationale qui peut dire le gouvernement. En réalité, aujourd'hui, il n'y a que le président qui peut renverser le gouvernement. Là, on est complètement à l'encontre du régime parlementaire. Ok? Voilà. Allez, c'est ça pour aujourd'hui. On continuera le président la semaine prochaine. On avancera pas mal. Si vous lisez le cours à l'avance, voyez de lire un peu plus de 10 pages, parce que là, sur cette partie-là, on va assez vite. Voilà, ça, c'est le code de bataille.